Merci Juliette pour ta présentation qui est rigoureusement exacte. Je pense que c'est assez complet. Du coup, ça me permet de mettre peut-être un petit élément de contexte. Effectivement, ce que je vais vous présenter aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la thèse de doctorat que j'ai effectivement soutenue il y a un an et demi à peu près. Et effectivement, mes activités professionnelles ayant évolué, c'est un champ que j'ai continué à tenir à l'œil, entre guillemets, je m'y intéresse toujours, bien entendu. Mais les considérations que je vous présente sont vraiment celles que j'ai pu euh, mobiliser d'une part dans le cadre de ma thèse, et puis elles sont aussi liées aux résultats que j'ai pu produire, bien évidemment. Alors, pour être tout à fait transparent avec vous, euh, j'ai déjà eu l'occasion de donner un webinaire dans le cadre des activités de l'ADME, mais c'était donc en décembre 2024 et c'était dans le cadre des conférences de la section suisse. Alors, pourquoi je vous dis ça? Simplement parce que l'idée n'était pas de refaire la même, évidemment, au niveau de mon intervention du jour. Donc, j'ai beaucoup présenté mes propres résultats de thèse dans le webinaire que j'ai proposé au niveau de la section suisse, qui se trouve a priori sur YouTube, sur la chaîne vidéo de l'ADME. Et donc aujourd'hui, voilà, j'ai pris le parti de un peu différemment et je vais plutôt prendre un peu de hauteur en fait sur une série de concepts, de balises qui permettent d'avoir je crois, un regard relativement nuancé sur la question de l'efficacité des feedbacks dans l'enseignement supérieur, parce que c'est dans ce cadre-là que je m'y suis intéressé, mais avec des balises, des références qu'on connaît peut-être toutes et tous, en tout cas on en connaît une bonne partie, et qui s'appliquent à tous les niveaux d'enseignement en réalité. Voilà, ce petit préambule étant fait, je vais donc vous proposer d'avancer un petit peu dans cette présentation. Et donc j'aime bien en général à la fin, au début, mais hein, il y a bien un moment où je reviens sur cette citation d'Askew et Lodge de 2000, hein, ça date déjà un petit peu, mais qui peut déjà mettre en évidence une forme de limite ou de piège dans lequel on peut peut-être facilement tomber quand on est amené à proposer des feedbacks à des étudiants ou à des élèves dans des niveaux d'enseignement précédents, et qui est celui d'une certaine compréhension un peu simpliste des feedbacks. En effet, la citation, c'est donc le feedback est une notion complexe, virgule, souvent ancrée dans un discours dominant simpliste et plein de bon sens. On aurait pu mettre mais souvent ancré dans un discours dominant simpliste et plein de bon sens. Pourquoi? Parce qu'on a souvent tendance à considérer que ben, le feedback, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est l'information qu'on donne à un étudiant après qu'il ait établi une performance, quelle que soit la nature de celle-ci. Alors, ce n'est pas faux, mais c'est peut-être une manière relativement limitée, ou en tout cas limitante en termes de pratique par rapport à ce qu'on peut proposer à ces étudiants, et ce n'est pas sans poser certaines difficultés par la suite quand on cherche à apprécier les effets des feedbacks qu'on propose. Et donc, il y a peut-être déjà une notion de compréhension là derrière, un premier nœud qu'on peut considérer autour de cette question de l'efficacité des feedbacks, c'est déjà de savoir ce qu'on met derrière, nous, en tant qu'émetteur de feedback, ou en tout cas, ou peut-être même en tant que concepteur de conditions dans lesquelles les étudiants vont pouvoir euh, procéder à l'analyse, à la mise en œuvre, à l'utilisation d'informations. Je m'explique, là, il fait très chaud aujourd'hui, hein, et je reprends un exemple, ça tombe très bien dans un sens, souvent cité par Dylan Williams, qui est un nom extrêmement connu dans le domaine. Et Dylan Williams, il pose une question, ou en tout cas, il rappelle dans beaucoup de ses écrits que, au départ, la notion de feedback, elle vient du domaine de l'ingénierie. Et elle s'inscrit dans ce qu'on appelle, ce qu'on peut appeler des circuits fermés, c'est-à-dire comment dire, où il y a pas de perturbation, on va dire, d'événements externes ou imprévisibles qui fonctionnent un petit peu comme une boucle. Et l'exemple qu'il cite souvent, bah, c'est celui de la température dans une pièce avec le thermostat. Donc aujourd'hui, ça tombe bien, il fait particulièrement chaud, hein, donc on a tous peut-être fait attention à la température qu'il y avait dans les pièces où on se trouve. Eh bien, la question qu'on peut se poser par rapport à ce que c'est un feedback dans un contexte comme celui-là, c'est de savoir si le feedback, c'est ce qu'affiche le thermostat, à savoir l'information qui concerne la température qu'il y a dans la pièce, d'accord? Ou est-ce que le feedback, c'est le mécanisme par lequel, sachant qu'il fait par exemple 30 degrés dans ma pièce, mais que moi j'en veux 25,
Est-ce que le feedback, c'est l'information du thermostat ou est-ce que c'est ce que je vais faire de cette information qui me dit qu'il fait 30 degrés, mais moi que j'en veux 25, et qui va m'amener à entreprendre quelque chose? Et donc, par exemple, régler mon thermostat sur une température inférieure, ce qui va enclencher la climatisation, ce qui va réguler la température de la pièce. En réalité, à l'origine, les feedbacks, en venant du domaine de l'ingénierie, ben, c'est plutôt dans la deuxième lecture qu'ils s'inscrivent. Donc, le feedback, c'est plutôt dans ces termes-là, la régulation quelque part de ce qu'on peut observer comme performance ici, la température de la pièce. Mais au départ d'une observation qui nous est donnée par le thermostat. Et chemin faisant, dans le domaine de l'éducation, ce qu'on a adopté comme conception, comme représentation, compréhension de ce que c'est le feedback, bah, c'est l'information qui est affichée, en l'occurrence sur le thermostat. Et donc, on a oublié peut-être un petit peu tout le reste, ou alors on l'a pas exactement oublié. On a beaucoup développé le domaine de la régulation, de l'apprentissage régulé ou autorégulé, hein. Mais il reste une forme de nœud autour de cette conception-là. Et souvent, quand on s'accroche à l'idée que le feedback, bah, c'est une information sur une performance, bah, on a parfois tendance à occulter le fait qu'il se passe toute une série de choses derrière qui permettent de l'utiliser, ce feedback, au mieux. Et donc, chemin faisant, on a finalement qu'une vision partielle de ce qu'est le feedback ou au moins de ce à quoi il doit servir. Et donc, il y a déjà des difficultés par rapport à la définition de l'objet même des feedbacks. Mais dans le titre de l'intervention du jour, j'ai parlé d'un défi. Alors, du coup, s'il y a un défi, c'est qu'il y a une raison. Il y a des obstacles, il y a des difficultés. Et donc, ici, je propose de revenir relativement vite sur quel est le problème avec les feedbacks. En tout cas, dans l'enseignement supérieur, puisque c'est ce contexte-là que moi j'ai le plus arpenté, on va dire, hein, que j'ai le plus observé. Eh bien, ce qu'on voit, c'est que malgré la présence et une littérature abondante en réalité dans le domaine, bah, de recommandations depuis près de 40 ans, je situe le démarrage, mais je suis pas le seul à le faire, mais je situe le démarrage de ces recommandations qui fonctionnent toujours aujourd'hui à près de 40 ans parce que je me réfère pour ça aux travaux de Royce Sadler qui datent principalement de 1989 déjà pour les premiers écrits on va dire, d'importance et qui font toujours écho aux recommandations qu'on a aujourd'hui. Et donc, depuis près de 40 ans, on a une série de recommandations de divers auteurs, essentiellement du monde anglophone, effectivement. Mais par ailleurs, on fait aussi le constat, depuis pas mal de temps, ben, de limites qui sont en fait récurrentes dans les pratiques de feedback en enseignement supérieur et aussi l'enseignement obligatoire. D'ailleurs, je vais m'en servir un petit peu dans la suite de mon propos. Je vous ai mis un petit florilège de titres d'articles qui attestent un petit peu de ces difficultés-là. Ça, ce sont des articles qui vraiment s'inscrivent dans l'enseignement supérieur. Donc, merci, mais non merci pour le feedback. C'est-à-dire, bon, ça, c'est bien gentil, mais ça valait pas exactement la peine, hein, on n'en fera pas grand-chose. Ça aurait été utile, ça aurait pu être utile, mais je ne l'utiliserai pas. C'est un article ici qui traite des barrières, voilà, ou des obstacles que rencontrent les étudiants universitaires par rapport à la recherche de feedback auprès de leurs enseignants, auprès de leurs pairs, mais aussi mais par rapport à la réception des feedbacks qu'ils sont susceptibles de recevoir, justement. Mon travail saigne, hein, au lieu de mon cœur saigne, hein, donc ici ça a été un petit peu adapté. Là, c'est vraiment un article qui va explorer ben, les dégâts, entre guillemets, que peuvent faire certains feedbacks au niveau affectif, au niveau émotionnel plus spécifiquement. On aura l'occasion d'en reparler. Et donc, là aussi, il y a des feedbacks et on en a peut-être voilà, rencontré. En tout cas, moi, c'est mon cas, mais je suis certainement pas le seul. On est nombreux à avoir des souvenirs d'évaluation, et peut-être parfois plus spécifiquement de feedback qui ont pu nous heurter, nous blesser, nous décourager. Et alors, il est vrai que c'est toujours une épreuve. Alors parfois, c'est une épreuve qui permet de grandir, mais dans un premier temps, c'est parfois extrêmement désagréable à traverser. Je devrais peut-être abandonner des liens entre finalement l'estime de soi et les sentiments que les étudiants sont susceptibles d'éprouver suite à des feedbacks sur leurs travaux. Et donc là, il y a des perspectives de désengagement, d'abandon qui sont pointées dans cet article-là. Des comportements d'étudiants relativement superficiels, ou en tout cas une approche superficielle des feedbacks ici, il est question d'étudiants qui se connectent à des plateformes dans lesquelles il y a des feedbacks à nouveau sur des productions ou des tests en ligne. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils se connectent pour regarder leurs notes et se déconnecter presque aussitôt. Donc, il y a vraiment
un intérêt, on va dire, extrêmement limité par rapport à la potentielle richesse des feedbacks qu'on peut adresser aux étudiants. L'énigme des faibles performances des étudiants et des feedbacks en soutien d'apprentissage. Ben oui, on donne des feedbacks, on consacre du temps à faire ça, on a l'impression qu'on est dans le bon, qu'on applique les bonnes recettes, entre guillemets, ou qu'on suit les recommandations, on fait attention à une série de choses, et pourtant, on a parfois des étudiants qui ne progressent pas, voire des étudiants qui régressent, ou dont les performances fléchissent. Est-ce qu'on peut rencontrer leurs attentes? Donc là, ce sont des chercheurs qui se posent la question de savoir si véritablement c'est réaliste d'atteindre les espérances ou de rencontrer les attentes d'étudiants de première année en enseignement supérieur. Et on verra que, en fonction de la façon dont on conçoit les feedbacks, comme je l'ai déjà laissé entendre, c'est pas toujours le cas. La mythologie du feedback, un article déjà de 2011, mais qui montre finalement en quoi pas mal de feedback qu'on donne aux étudiants se révèlent en réalité inefficaces ou inopérants, et donc ne permettent pas spécialement aux étudiants de s'améliorer dans leur apprentissage, alors que c'est quand même fondamentalement le but de ces démarches-là. Dans le même état d'esprit, j'aime aussi revenir sur une étude en particulier, mais avant ça, je me situe à gauche de ma slide ici. Donc toujours dans les difficultés ou dans les limites en tout cas qu'on peut associer au feedback, eh bien on peut voir que même si on sait, on a voilà, une littérature abondante sur le sujet, je l'ai déjà dit, que les feedbacks sont un levier puissant pour soutenir l'apprentissage, et ça, les méta-analyses le confirment systématiquement depuis des années, eh bien, on constate effectivement une série de limites et d'autres effets néfastes. Dans l'enseignement supérieur, ce qu'on voit en particulier, c'est un problème de désengagement des étudiants vis-à-vis des situations de feedback. Un petit peu comme l'article Check the Grade Logout, approche superficielle des feedbacks, voire manque d'intérêt ou le fait de se détourner, de ne pas s'intéresser justement au feedback qu'on pourrait aller chercher. Pas plus tard qu'aujourd'hui, ici à l'Université de Liège, dans le cadre de mes cours, j'avais une séance de consultation des copies relatives aux examens. C'est potentiellement l'occasion de comprendre ce qui n'a pas été, hein, souvent, c'est pour ça qu'on vient, mais ça peut être aussi l'occasion de comprendre ce qui a été. Je dois vous avouer alors ça m'a permis de faire autre chose, mais qu'effectivement, je n'ai pas eu d'étudiants aujourd'hui. J'en aurai peut-être vendredi pour anecdote, parce que j'ai une deuxième plage horaire où c'est organisé. Mais typiquement, voilà, les étudiants, pardon, ne saisissent pas forcément l'intérêt que nous, formateurs, enseignants, percevons derrière ces moments-là. Et donc, peut-être déjà qu'on ne parle pas forcément de la même chose quand on leur dit que c'est l'occasion d'obtenir des feedbacks, etc. D'accord? Et donc, il y a aussi, en conséquence de ce désengagement, des effets délétères pour les apprentissages. En l'occurrence, l'exemple que je viens de donner, c'est un problème d'engagement qui amène des étudiants à passer à côté d'opportunités d'obtenir des clés de compréhension de ce qui peut être limité, de ce qui peut dysfonctionner, entre guillemets, dans leur stratégie, ou au contraire, d'obtenir la confirmation, la validation, entre guillemets, que ces stratégies, en toute ou partie, fonctionnent et sont à appliquer dans la durée à d'autres contextes, à d'autres tâches, etc. L'étude que je voulais mentionner pour bien montrer ce côté complexe et tout en contraste de l'efficacité des feedbacks, elle n'est pas nouvelle du tout. Elle a quelque part pris un peu d'ampleur depuis, puisque des méta-analyses, il y en a eu d'autres, mais celle-ci, c'est pas la première non plus, mais c'est une méta-analyse qui a fait grand bruit en 1996 ou 96, vu qu'on est dans la section française. C'est la méta-analyse de Kluger et Donisi, qui montre, sur base de 131 études et de plus de 12 600 apprenants et analyse de 607 tailles d'effets, vous le voyez à l'écran, que les feedbacks ont un effet sur l'apprentissage des élèves de 0,41, qui est un effet moyen tout à fait positif, mais que cet effet moyen est aussi associé à une très grande variabilité des tailles d'effets. Ils vont donner un résultat relativement provoquant, interpellant, qui est celui des 38% de feedback qui s'avèrent avoir des effets délétères sur les performances des apprenants. Alors, comment est-ce que ça se fait? C'est pas le message qui est erroné ou qui met les étudiants ou les élèves sur une fausse piste et qui donc les conduit à appliquer de mauvaises stratégies d'apprentissage. Ce résultat s'explique plus réalistement par le fait que
les feedbacks sont reçus et interprétés par les élèves de façon à ce que ces feedbacks ont un impact négatif sur le sentiment de compétence, le sentiment de contrôlabilité, sur l'estime de soi, sur toute une série en fait de facteurs, de variables qui vont ensuite jouer le rôle de médiateur par rapport à la façon dont un élève peut espérer s'améliorer. Et donc, les auteurs ici parlent de réponses dites à risque que Dylan Williams, et je l'ai remis ici, à synthétiser dans ce petit tableau que je vous ai traduit, et qui présente différentes réponses des apprenants par rapport à des feedbacks qui attestent de performances insuffisantes ou suffisantes et qui portent sur des modifications de comportement, d'objectifs, ou des comportements d'abandon d'objectifs ou encore de rejet de feedback. Et vous voyez que, en gros, il y a 8 comportements, 8 réactions, entre guillemets, qui sont présentées par Dylan Williams sur base des travaux de Kluger et de Nisi, et que sur ces 8 réactions, il n'y en a que 2 qui sont en réalité souhaitables dans une perspective d'amélioration des élèves. Et donc, en cas de performance insuffisante, un feedback peut permettre d'augmenter les efforts, ou il peut permettre, dans le cadre d'une performance suffisante, d'augmenter les ambitions. Le premier cas de figure, il est particulièrement intéressant parce qu'augmenter les efforts, ça veut aussi dire que ce feedback-là, il a eu des effets, il a eu un effet positif pour une raison particulière. Pourquoi? Eh bien, selon les auteurs, c'est notamment parce que là, on va parler d'un feedback qui va donner des clés de compréhension de ce qu'il faut faire pour s'améliorer, ce qui n'est pas systématiquement le cas. Évidemment, quand on donne une note, un score, des points et qu'on l'accompagne de pas ou peu de commentaires, c'est pas très opérant comme feedback. Et donc, ça peut laisser quelque part les élèves se demander un petit peu ce qu'on attend d'eux, créer une incertitude, de la confusion, qui sont pas spécialement des émotions très mobilisatrices, quoi. D'autant plus si ça s'inscrit donc dans une logique normative, de comparaison sociale, etc., où les élèves vont être encore plus livrés à eux-mêmes dans l'interprétation de cette note si elle n'est pas critériée, s'il n'y a pas d'éléments qui permettent de l'interpréter de façon de façon suffisamment fiable. J'ai mis des petites astérisques sur le bas de la slide parce que on sait que d'une part, les tailles d'effets, je le disais, il y a eu d'autres méta-analyses. Alors, dans les très connues, il y a eu celle de Etty et Timperley en 2007, avec là, vous voyez une taille d'effet de 0,79, ce qui là est énorme, et un petit peu modéré en 2020 par Wisniewski, Zierer et Etty, encore lui, qui cette fois-ci se base sur un nombre assez impressionnant de 435 études et où on a un effet de 0,55. Donc, ça reste quand même assez significatif par rapport à l'effet des feedbacks sur l'apprentissage. Et ça constitue donc un des leviers les plus importants selon Etty et son ouvrage et qui reprend plus de 800, 800 méta-analyses, je pense que c'est ça, je suis plus sûr, euh, et qui mentionne que le feedback est un des plus puissants leviers pour soutenir les apprentissages, comme la clarté de l'enseignement, etc. Et quand je parlais des comportements, des réponses à risque, eh bien, vous voyez qu'effectivement, avec les feedbacks a priori positifs, performance suffisante, ben, ça ne concerne pas que les feedbacks négatifs. On peut avoir une baisse de performance chez des élèves qu'on félicite, par exemple. C'est une forme de feedback, on le sait. On le sait notamment depuis cette méta-analyse de Etty et Timperley, qui l'ont fortement mise en avant. Quand on focalise un commentaire, un feedback, donc un retour d'information sur l'élève, même quand c'est positif, eh bien, ça peut avoir un effet euh, démobilisateur quelque part, puisqu'un élève peut quelque part se faire un petit peu trop confiance, par exemple. Pour donner des exemples assez simples, eh bien, l'idée est d'être, par exemple, de devenir trop sûr de soi et donc de moins travailler. Et donc, en travaillant moins, si les tâches se complexifient, si le niveau de compétence à développer augmente, eh bien, peut-être qu'à un moment donné, l'aisance qu'on avait au début peut se transformer quelque part en piège et donc en obstacle pour la suite. Les baisses de performance, j'aime bien ce côté visuel de cette information que j'ai en réalité utilisé pour se faire une intelligence artificielle. Hein. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est Notebook LM. Alors, j'ai pas d'action là-dedans, je fais pas spécialement la pub. Mais ce qui m'intéresse dans celle-là, c'est qu'en fait, c'est une intelligence artificielle qui travaille à partir de ce qu'on lui donne, essentiellement. Et donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis reparti récemment d'une revue de la littérature que j'avais trouvée extrêmement pertinente, mais j'aurai l'occasion de le redire, justement qui a été réalisée dans le cadre des conférences de consensus du CNESCO, donc en France, en 2022, à la fin de l'année 2022. Et dans le cadre de cette conférence qui portait sur l'évaluation en soutien d'apprentissage, eh bien, euh,
Anthony Calonne et Dominique Lafontaine ont eu l'occasion de faire un état de l'art sur la question des feedbacks efficaces. Alors, c'est dans l'enseignement obligatoire hein, que ça s'inscrit, mais il y a beaucoup de choses qui sont tout à fait transférables ou applicables à l'enseignement supérieur en réalité. Et j'ai commencé par reprendre ce premier élément-là qui me paraissait particulièrement intéressant sur le fait qu'on peut avoir une espèce d'illusion d'efficacité des feedbacks. C'est-à-dire que même quand on a l'impression d'avoir donné un bon feedback, en fait, ce feedback, il passe à travers un prisme hein, qui est représenté ici et qui donne en fait différents résultats. Le feedback, il suit différentes trajectoires. Alors, dans la première, c'est le meilleur des cas. L'élève est capable de décoder l'information qu'on lui donne, il perçoit une dynamique de soutien, donc il se rend compte qu'on est là pour l'aider, entre guillemets, en tant qu'enseignant, que formateur, et il est capable en plus de corriger le tir, de s'ajuster. Deuxième cas de figure, l'effet est nul. Donc l'information qu'on donne, même si elle est bien paramétrée, même si elle est riche, si elle est exacte, si elle est nuancée, etc., elle peut rester ignorée ou incomprise, notamment quand une tâche est trop complexe pour l'élève et surtout qu'il n'y a pas d'enjeu. Donc il n'y a pas une perception de valeur qui est extrêmement importante. Et ça vient d'une étude d'une équipe allemande, si je ne me trompe pas, qui a travaillé sur base d'élèves du début de l'enseignement secondaire au début du collège en France, mais qui se vérifie aussi effectivement dans l'enseignement supérieur. Hein. Quand vous faites par exemple une activité de feedback par les pairs sur une activité qui est tout à fait euh, formative, dans laquelle les étudiants ne voient pas tout à fait clair sur ses finalités, etc., ben, ça ne va pas toujours très bien marcher. Donc, il y a des éléments de contexte qui sont quand même assez importants à prendre en compte pour considérer l'efficacité des feedbacks et pas uniquement le message qu'on envoie. Troisième trajectoire, un effet négatif. C'est là qu'on observe justement des baisses de performance, hein. Surcharge cognitive ou menace perçue, c'est-à-dire que les étudiants, les élèves peuvent considérer que des feedbacks constituent des menaces, bah, pas pour leur intégrité physique évidemment, mais pour leur intégrité psychologique par contre. Donc l'estime de soi, le sentiment de compétence, ce type de croyance motivationnelle est fortement susceptible d'être impacté par un feedback à partir du moment où l'étudiant ne le comprend pas bien ou le trouve agressif dans le ton qui est utilisé, ou encore le premier terme qui est utilisé, c'est la surcharge cognitive, un feedback qui n'est plus compréhensible ou plus opérant parce qu'il y a trop d'informations avec des termes trop compliqués et des propositions peut-être aussi trop difficiles à appliquer parce que plus le temps ou parce que trop complexes, irréalistes. Et donc, j'aime bien la conclusion qui est sortie de cette slide que l'IA a donc reconstruite. L'efficacité d'une pratique d'enseignement ne dépend jamais de son seul contenu, mais de son interaction avec les caractéristiques de l'apprenant. Ça, c'est une première chose, c'est qu'il faut bien savoir à qui on parle effectivement, avant de se demander si le feedback sera réellement efficace en termes de message, en termes d'information. Il faut en fait toujours garder en tête à qui on le destine, quels sont ses ou leurs besoins et quelles sont les priorités, puisqu'on parle de surcharge cognitive. Je vais en terminer avec les points négatifs, hein. Les feedbacks ne sont donc pas exempts de critiques dans l'enseignement supérieur, puisqu'on observe là aussi des effets délétères sur les apprentissages. On observe aussi dans tout ce qui est évaluation des enseignements ou enquêtes nationales, notamment en Angleterre où c'est régulièrement pratiqué, ou encore en Australie, une insatisfaction récurrente des étudiants. Donc en gros, dans les évaluations des enseignements, souvent les feedbacks, c'est le point du cours où les étudiants sont pas contents, entre guillemets, sont un peu frustrés, on va dire, par la façon dont ça se passe, pour des raisons qui sont tout à fait compréhensibles, hein. Un manque de personnalisation, c'est-à-dire les feedbacks, c'est le même pour tout le monde dès lors qu'on a la même cote, par exemple, alors qu'on comprend toutes les contraintes liées au nombre d'étudiants, aux tailles de groupe, aux difficultés à évaluer les performances de nombreux étudiants, etc. Mais donc ça fait partie de ces insatisfactions, tout comme les scénarisations pédagogiques très fréquentes dans l'enseignement supérieur, notamment avec les grands groupes, dans lesquels il y a une évaluation à la fin du semestre qui est souvent l'examen, et que là, il y a un feedback qui est donné en termes de notes et qui revient, qui ne parle pas aux étudiants parce qu'ils n'ont pas forcément le questionnaire qui leur a été adressé à l'examen sous les yeux, donc ils ne savent même pas savoir en fonction des réponses auxquelles ils ont bien répondu ou mal répondu, ils ne savent pas voir sur quoi porter ces questions. Et donc raccrocher cette information à un objet précis est donc difficile, et de là, le feedback, à nouveau, il est relativement inopérant. Et donc, ça crée à ce moment-là une insatisfaction parce que c'est pas assez précis, pas assez spécifique, donc c'est pas forcément utile. Et dans le cadre strictement, on va dire temporel, eh bien effectivement, une évaluation, un feedback à la fin, bah, ça ne donne pas l'occasion de s'améliorer en réalité. Ou alors on peut parler d'une seconde session, mais qui est un cas un peu particulier et qui, soyons clairs, est pas la meilleure option effectivement pour
utiliser l'évaluation à des fins de soutien à l'apprentissage. Je l'ai déjà plus ou moins dit dans les titres d'articles que je vous ai présentés brièvement. La réception de feedback et leur interprétation peut également constituer une expérience potentiellement difficile à vivre. Moi, j'ai donc pas mal travaillé sur cette question-là dans le cadre de ma thèse. Et évidemment, d'autres chercheurs se sont attaqués à cette question-là. Et on voit effectivement que généralement, bah, des feedbacks de valence négative, donc qui atteste de faiblesses, de lacunes plus ou moins importantes, engendrent généralement des émotions négatives. Et dans la plupart des cas, ces émotions négatives, si on n'en fait rien, je vais y revenir, si on n'en fait rien, peuvent effectivement entraîner des comportements bah, de rejet du feedback ou des comportements défensifs. On s'en méfie, on leur fait pas confiance, on cherche à les faire vérifier ou confirmer par d'autres personnes, etc. Ou alors on les ignore totalement. Et donc forcément, on passe à côté potentiellement d'opportunités de s'améliorer, comme je l'ai déjà dit. Et on observe aussi un désalignement entre les perceptions des enseignants et des étudiants. Ça veut dire que on n'a pas, et j'ai commencé avec ça en fait, à l'intervention du jour, on n'a pas forcément la même définition de ce qu'on met derrière les feedbacks, à savoir que pour des enseignants, un bon feedback, bah, c'est peut-être un commentaire détaillé sur une production qui donne voilà, quelques pistes de progression. Pour les étudiants, peut-être qu'un bon feedback, c'est effectivement des commentaires qu'on peut utiliser, mais qui sont en plus personnalisés, comme je le disais. Vu que ça, c'est un dispositif, c'est une raison d'insatisfaction chez eux. Bah, peut-être que les étudiants peuvent estimer qu'un bon feedback, c'est un feedback qui se passe dans un format de discussion, par exemple, et qui considèrent peut-être qu'un message, ou parfois on parle aussi de feedback oraux ou audiovisuel, hein, qu'on peut enregistrer et partager aux étudiants, eh bien c'est parfois pas suffisant. Euh, ou alors il y a des étudiants aussi, tous les étudiants n'ont pas la même lecture, déjà non plus des feedbacks et tous les enseignants non plus. Mais donc, il y a aussi des étudiants qui vont considérer parfois qu'une note, c'est suffisant. S'ils sont très à l'aise dans un cours, dans un domaine, et qu'on va juste leur confirmer avec une note que leurs stratégies ont fonctionné, que c'était efficace ou qu'ils maîtrisent assez bien une matière, ben, ça peut suffire. Mais donc, la diversité, quelque part, de ce qu'on peut mettre derrière ce terme en tant qu'enseignant et en tant qu'étudiant, ben, fait que souvent, bah, ces conceptions ne se parlent pas, on ne se rencontrent pas tout à fait. Et donc, ça peut encore une fois créer de la frustration et des comportements qui ne sont pas les plus adaptés pour réguler son apprentissage. Et donc, une possible explication de ce genre de constat, c'est peut-être lié aux recherches qu'on a menées dans le domaine du feedback pendant très longtemps, avec une focalisation des chercheurs, mais aussi des praticiens qui se sont investis dans ces recherches-là, sur la qualité du message. Puisque je vous l'ai dit en introduction, on a adopté dans le domaine de l'éducation des définitions, hein, puisqu'il y en a pas, il y en a vraiment beaucoup, des définitions du feedback qui mettent en évidence son statut d'information avec une information qui a certaines fonctions, mais qui ne va guère plus loin que cela. Et donc, en conséquence, la recherche, depuis, ben, s'oriente vers une compréhension de ce qui se passe chez l'apprenant. Sa réponse, finalement, à un processus qui est peut-être encore plus opaque que la réponse de l'apprenant au feedback, à savoir le traitement de ce même feedback. Et donc, on cherche à ouvrir la boîte noire du traitement des feedbacks en réalité. Comment est-ce qu'on en arrive à ce type de constat? Parce que là, je viens de vous brosser un tableau qui n'est pas spécialement réjouissant. Alors, vous avez vu dans les méta-analyses que les effets sont plutôt significatifs et positifs, hein. Je veux dire, c'est quand même des effets qui sont positifs, mais je vous ai montré qu'il y a aussi des limites, des faiblesses récurrentes qui datent donc de longtemps dans les pratiques qu'on connaît, qu'on étudie. Alors qu'on a des balises quand même bien connues. Alors, je reviens sur ces éléments-là et je vais enfin définir aussi les feedbacks parce que je vous ai pas encore proposé de définition. Déjà, je le disais, l'alignement entre la perception qu'ont les enseignants et les étudiants sur le terrain. Mais il y a aussi parfois, ça peut aussi s'expliquer parfois par la diversité des définitions ou des éléments de conception qu'on peut avoir en termes de feedback. Alors, il y a des définitions qui sont extrêmement simples, hein. Mason et Bruning en 2001, c'est finalement l'information qu'on donne à un étudiant après qu'il ait établi une performance, quelle que soit la spécificité, la longueur, le degré de détail, l'exactitude de cette évaluation, de cette information. Pas de précision. Dans l'absolu, c'est pas faux, mais ça ne dit pas grand-chose. Et vous avez alors aussi des définitions beaucoup plus complexes, et je vous invite pour ça à prendre connaissance d'une définition proposée par
Bosc-Minet en 2014 dans une synthèse de littérature sur le feedback déjà, ou encore d'autres auteurs. Moi, ce que je vous propose, pour comprendre c'est pour saisir finalement les définitions les plus courantes dans le feedback, ce que je vous propose, c'est de les articuler en fait. Elles s'articulent pas mal. Et une définition composite qu'on peut retenir de ce que c'est le feedback en éducation dans une très large proportion d'études et de pratiques, c'est celle-ci. Donc, c'est une information communiquée par un agent à un apprenant. Vous voyez que l'agent, il peut varier, hein. Aujourd'hui, là, c'est une définition de 2007. On aurait pu mettre le smartphone, la tablette, l'IA, hein, soit dans les cas où on parle de l'agent. Donc, une information communiquée à un apprenant, ça c'est pour Etty et Timperley, relative à l'état actuel de ses apprentissages et de ses performances, Nicolas McFarlane Dick, qui vise à modifier sa pensée ou son comportement dans le but d'améliorer l'apprentissage. Et ça, c'est Valérie Chute. Et donc là, on a une information qui traite de et qui vise à. Mais on ne sait pas ce qui en est fait. D'accord? Vous me voyez venir, je pense. On ne sait pas, là, en termes de boîte noire, ce qui se passe justement du côté de l'apprenant. Mais au moins, on sait que c'est une information, on sait sur quoi elle porte, on sait à quoi elle sert. Et fondamentalement, elle sert à quoi? Ben, elle sert à aider les apprenants à réduire l'écart entre l'état actuel de leurs connaissances, de leurs compétences, hein, comme le disait Nicolas McFarlane Dick, euh, entre ces éléments-là et ce qui est attendu, ce qui est visé comme objectif. Et donc ça, c'est clairement la régulation, voire l'autorégulation de l'apprentissage. Et donc les feedbacks vont venir soutenir de façon graduelle, hein, et à un moment donné, il faut qu'on puisse diminuer finalement les feedbacks externes et que les étudiants puissent davantage s'appuyer sur les feedbacks internes pour pouvoir s'autoréguler davantage. Et donc il faut qu'ils soient davantage capables de s'auto-évaluer. Et donc pour ça, je ne vais pas revenir dessus en détail, mais je renvoie souvent au modèle de Butler et Winnie, qui là aussi n'est pas récent, mais qui reste extrêmement pertinent quand on traite de feedback, parce qu'il a le mérite de montrer que un feedback externe n'arrive jamais seul dans la perspective de régulation des apprentissages. Il succède ici dans ce modèle, notamment à l'élaboration de feedback interne chez les apprenants, qui sont liés finalement à l'interprétation d'une tâche qu'on leur demande de réaliser, des objectifs qu'ils se fixent ou qu'ils comprennent. Donc les étudiants en ce moment-là traduisent vos objectifs en leurs objectifs, établissent pour les atteindre des tactiques, comme le disaient les auteurs, ou des stratégies d'apprentissage, pour établir des productions qui, lorsqu'elles sont évaluées, deviennent des performances. Et c'est sur ces performances que nous établissons des feedbacks externes, dont on espère qu'ils leur permettront de s'améliorer en tenant compte la fois suivante. En gros, c'est comme ça que ça fonctionne, hein. Et donc l'idée, c'est que ces feedbacks externes puissent soutenir quelque part l'élaboration progressivement de feedback internes de plus en plus pertinents, de plus en plus fiables. Puisqu'en réalité, ce que j'ai aussi pu mesurer ou apprécier moi-même dans mes propres travaux, c'est qu'effectivement, les étudiants, quand ils reçoivent un feedback, ils ne le reçoivent jamais à vide. Vous leur donnez un feedback, ils ont toujours dans tous les cas que j'ai rencontrés, mais j'ai essentiellement travaillé dans un mode qualitatif et donc on ne peut pas toujours généraliser ce genre de résultats, évidemment. Mais en général, les étudiants m'ont toujours expliqué qu'ils appréhendaient les feedbacks d'une certaine manière. Et donc, ils s'étaient déjà forgé une certaine impression par rapport aux performances qu'ils avaient établies. Et le feedback que vous leur donnez en tant qu'enseignant ou formateur va se confronter en fait à cette attente-là. Ils imaginent qu'ils vont recevoir un feedback qui va leur donner telle information. Et donc, c'est pour ça que je dis que quand vous donnez des feedbacks, ça n'arrive pas dans le vide quelque part. C'est que donc confronté à un feedback interne préexistant à votre feedback externe, et ça peut avoir des conséquences, notamment sur le plan émotionnel, où en général, plus il y a concordance entre le feedback interne préalable et le feedback externe qui arrive, moins la réaction émotionnelle est importante. Et ça aura son importance par la suite, puisque quand je vais parler un petit peu plus d'émotions, on peut voir que les émotions, elles vont entraver ou soutenir la régulation de l'apprentissage. Et généralement, les émotions de forte intensité mobilisent tellement de ressources cognitives qu'on n'est pas forcément disposé, quelque part, à ce moment-là, à envisager des pistes de régulation. Et donc, ça peut constituer un frein, en réalité, à l'apprentissage. C'est pour ça que, c'est pour ce genre de situation qu'on envisage la question des émotions dans les contextes d'apprentissage. Alors, je vous le disais, par rapport aux balises que je suis allé rechercher, qu'on connaît donc depuis longtemps, je me suis notamment appuyé cette fois-ci sur les propositions donc, qui ont été remises à jour par Anthony Calonne et Dominique Lafontaine dans le cadre de la
conférence du UNESCO de 2022, fin 2022, donc qui traitait sur l'évaluation en classe au service de l'apprentissage des élèves. Et notamment, moi, je me suis appuyé sur la partie de droite, à savoir leur rapport scientifique sur l'impact des types de feedback en contexte de classe. Si vous ne connaissiez pas ce rapport, il est en accès libre et je vous invite vivement à le parcourir, c'est très instructif. Alors, ce qu'on voit dans les travaux des experts qui sont intervenus notamment dans cette conférence-là, par rapport au feedback, hein, je me suis quand même focalisé là-dessus, c'est qu'ils ont notamment, et ça fait partie de balises qu'on connaît mais qui sont rappelées, dans le cadre de ces conférences, donc les experts ont intégré la qualité des feedbacks à une approche plus large, qui est l'approche constructive de l'évaluation, et qui comprend essentiellement trois volets, que je vous rappelle ici, je ne vais pas aller très loin. Le premier, c'est la prise en compte de l'évaluation dès la conception d'une séquence d'enseignement au niveau allez, des classes. Et donc pour ça, l'exemple qui a été, ou la piste qui a été proposée dans la conférence, c'est Gonzague Guérilli qui l'a proposé dans son intervention et il a parlé notamment de la planification à rebours qui consiste, et je résume très très fort, c'est à envisager plutôt qu'à l'accoutumée la question de l'évaluation dans sa scénarisation pédagogique. Alors que d'habitude, en termes d'alignement pédagogique, on envisageait les objectifs, les activités qui visent à atteindre ces objectifs et les activités d'évaluation qui vont vérifier, entre guillemets, qu'on a atteint les objectifs. Eh bien, l'idée de la planification à rebours, pardon, c'est d'envisager l'évaluation en deuxième lieu. Bon, je raccourcis très fort la chose, mais c'est un petit peu l'idée. C'est de très vite, une fois qu'on a défini des objectifs, se représenter l'atteinte de ces objectifs. Quels vont être, en gros, les critères de réussite? Quelles seront les situations qui permettront d'attester qu'un apprenant est en situation de réussite? Et de là, on imagine des situations propres à conduire les élèves vers cette réussite. Et donc les activités arrivent quelque part en dernier lieu, une fois qu'on connaît sa destination. Et donc à partir de là, la planification de l'évaluation, eh bien, elle prend un visage quelque part beaucoup plus constructif qu'effectivement des scénarisations plus classiques où elle arrive un petit peu en bout de course, ce qui peut, comme je l'ai dit déjà, créer une frustration chez les apprenants une fois qu'on leur demande leur avis sur les feedbacks quand ils ont été évalués une fois en bout de course et qui n'ont pas l'occasion de se réguler. Deuxième volet important, rendre la note utile à l'apprentissage et à l'enseignement. Donc, je rappelle qu'un feedback, une note, c'est un feedback, hein. C'est un feedback qui est relativement pauvre, qui s'inscrit généralement dans une logique normative. Et le rapport de Calonne et Lafontaine consacre une large part de son contenu aux dérives engendrées par les notes dans une logique normative. Je le précise parce que vous avez des chercheurs, et notamment francophones comme Raphaël Pasquini, je pense que plusieurs le connaissent, qui traitent notamment de la nécessité de rendre la note utile à l'apprentissage et à l'enseignement, puisque l'idée c'est qu'on puisse aussi en tenir compte en tant qu'enseignant. Et il parle notamment, Raphaël, de pratiques de notation constructive et de la recherche d'un alignement curriculaire élargi. Et donc je vous invite là également à prendre connaissance de ces travaux si vous ne les connaissez pas, c'est assez éclairant. Et donc le postulat, c'est que on peut rendre une évaluation sommative constructive, en gros. Et donc l'idée, c'est aussi de dépasser la question, comme l'ont rappelé Lucie Mottier-Lopez dans cette même conférence ou encore Annick Fagnan dans sa revue de la littérature. L'idée, c'est effectivement de dépasser quelque part les fonctions de l'évaluation, hein, diagnostic, formative, sommative, certificative, etc., pour se concentrer sur les visées de l'évaluation et la visée prioritaire de l'évaluation qui reste le soutien de l'apprentissage des élèves. Et donc à partir de là, si on oublie les fonctions et qu'on se focalise sur les visées de l'évaluation et qu'on retient que la visée clé, c'est le soutien de l'apprentissage, eh bien on envisage des moyens, eh bien effectivement, de faire parler, par exemple, ici des notes dans une logique plutôt critériée, ou bien autoréférencée par rapport au progrès de l'élève lui-même, d'une évaluation à une autre dans un même domaine. Et enfin, le troisième volet de cette approche constructive de l'évaluation, ben, c'est de veiller à la qualité des feedbacks qu'on donne aux élèves, qui sont essentiels dans l'évaluation, dans le processus évaluatif. Et ça, donc, on en parle justement un petit peu aujourd'hui. Un indice de ce que je vais dire après. Vous voyez que la troisième proposition qui est reprise par Florin et ses collègues dans le cadre de cette conférence, c'est veiller à la qualité des feedbacks faits aux élèves. Et si on changeait cette phrase un tout petit peu pour dire veiller à la qualité des feedbacks faits avec les élèves?
ça peut potentiellement changer la donne, ça peut potentiellement changer la façon dont on va envisager son investissement et l'investissement des élèves dans un processus plus complexe de traitement de l'information. Cette information, je vais bientôt arriver à ce qui m'intéresse le plus, c'est-à-dire dépasser quelque part les recommandations d'usage. Cette information, tout de même, je rappelle qu'on peut la moduler à travers 11 paramètres, si je ne me trompe pas, c'est cela. Si on se base sur les informations proposées notamment par Suzanne Brookart, Suzanne Brookart, elle a identifié des contenus et des stratégies qui constituent en fait ce qu'on peut appeler le paramétrage de l'information, information donc qui est le feedback selon les définitions les plus utilisées. Et ces contenus, ces stratégies portent sur différents éléments, comme vous pouvez le voir. Là, il y a la question du timing, la question de la quantité d'informations, la question du mode de communication, la question du public. Est-ce qu'on s'adresse à un étudiant en particulier ou est-ce qu'on s'adresse à un groupe ou à des sous-groupes? La focale, c'est-à-dire sur quoi porte l'information, la tâche, le processus, l'autorégulation qu'on envisage ou qu'on évalue pour l'étudiant, ou sa personne, hein, comme je le disais, des feedbacks. Je disais que les feedbacks positifs sur la personne pouvaient avoir des effets négatifs, hein, je n'y reviens pas, mais ça fait partie de ces focales. La comparaison, à quoi? Eh bien, aux autres, à soi-même, à des critères. Donc là, on rejoint justement ce que je venais de dire par rapport aux travaux de Raphaël Pasquini et l'évaluation critériée. La fonction, est-ce qu'on est dans une logique de description ou de jugement, jugement qui peut parfois qui peut parfois être équivalente à une forme de condamnation, hein, des étudiants qui perçoivent des feedbacks comme ça, quand c'est des feedbacks négatifs qui sont assez généraux, qui portent sur la personne, qui sont donnés sur un ton assez sanctionnant, définitif comme ça. La question de la valence, des informations positives, négatives. Alors, c'est jamais inintéressant de donner des informations positives aussi, parce qu'on a toujours tendance à se focaliser sur le négatif, mais ça peut justement être très intéressant de souligner aussi ce qui va bien. Or, on prend pas toujours le temps de le faire, soyons honnêtes. La clarté, je vous le disais, il peut y avoir des effets délétères des feedbacks parce que les enseignants, les étudiants, pardon, ou les élèves ne les comprennent pas ou ne comprennent pas ce qu'ils doivent en faire, comment les utiliser. Parce que parfois, c'est passé sous silence parce on estime en tant qu'enseignant, et souvent à tort, qu'en fait, les élèves ou les étudiants vont comprendre ce qu'on leur dit. C'est normal. Enfin, ça nous paraît simple, en fait, sauf que ça l'est pas toujours pour eux. La spécificité, degré de détail, et le ton, extrêmement important, notamment dans une perspective affective, émotionnelle. Qu'est-ce que l'étudiant va entendre? Comment est-ce qu'il va prendre ce qu'on lui dit? En fonction non seulement des mots qu'on choisit, mais de l'intonation qu'on adopte, de la présence qu'on a s'il s'agit d'une discussion. Donc, est-ce qu'on est réellement disponible? Par exemple, je parlais de la consultation des copies d'examen. C'est pas du tout la même chose d'expliquer à un étudiant ou de répondre à ses questions le pourquoi de sa note, de son score, de comment il s'en est sorti. C'est pas du tout la même chose que de lui dire, bah voilà, je te laisse ton examen, tu peux regarder, moi pendant ce temps-là, je suis sur mon ordinateur et je traite des mails. Effectivement, le soutien qu'on témoigne à cet étudiant-là, à ce moment-là, va pas forcément être bien compris. Et donc, un étudiant peut prendre ça comme un manque de respect. Ça peut porter atteinte à des valeurs cardinales chez lui. Il peut se sentir outré, dégoûté, en colère, frustré, etc. Et s'il ne sait rien faire pour relativiser la situation ou la lire d'une autre manière, changer de point de vue, ça peut entraîner des conséquences délétères pour l'apprentissage. Et donc, la prochaine fois, il ne viendra plus. Et donc, il va passer à côté d'opportunités de se réguler. Les caractéristiques des feedbacks efficaces, toujours selon Calonne et Lafontaine, je vous ai simplement fait une capture d'écran là à droite, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, je vous laisserai l'occasion de le faire, sur les principales recommandations ou caractéristiques d'un feedback efficace. Alors ils retiennent quelques éléments qui sont en fait issus de la revue de la littérature de Valérie Schutt, qui en 2008 a relevé 31 conseils, a proposé 31 conseils par rapport à la façon de proposer des feedbacks aux élèves. Et donc, parmi ceux-ci, vous avez la notion de haute valeur informative, ce qui revient à parler de feedback élaboré en opposition à des feedbacks de vérification où on va juste dire c'est bon, c'est pas bon. Les feedbacks élaborés, c'est ceux qui ont le plus gros impact dans les méta-analyses sur les performances des élèves, et ils portent généralement sur des niveaux, des focales qui seront la tâche, le processus et la régulation, sachant que c'est le processus et la régulation qui sont les plus probants pour soutenir la régulation des élèves. Mais c'est pas forcément ce qu'on utilise le plus. À nouveau, j'ai sollicité notre book LM pour me proposer ces informations de façon plus visuelle. Et donc, vous avez la focale, qu'est-ce qu'on cible,
Est-ce qu'on cible quelque part plutôt l'élève, la personne, ou plutôt la tâche, le processus, la régulation? Et là, comme dans la littérature, c'est bien le processus qui semble le plus opérant dans la zone verte à droite, qui fonctionne le mieux. Important d'intégrer, et ça c'était déjà Sadler en 89, ce qui doit intervenir dans le feedback, c'est trois composantes clés. Faut que le feedback rappelle ce qui était attendu, qu'il explique là où l'étudiant se situe et qu'il propose des pistes d'amélioration. Comment réduire l'écart entre ce qui est constaté et ce qui est visé. Donc ça, c'est le cœur du réacteur d'un feedback pour soutenir la régulation, l'autorégulation à terme de l'apprenant des niveaux de spécificité. Donc, il est effectivement il est préférable, on va dire, d'avoir des commentaires, des recommandations qui se réfèrent à des critères qui ont été préalablement définis. Pourquoi? Eh bien, d'une part, pour mieux comprendre le message quand il arrive, et d'autre part, pour que les élèves arrivent à mobiliser ces critères dans l'élaboration d'un feedback interne qui va pouvoir préparer la réception d'un feedback externe. Et comme je l'ai dit, s'il y a congruence entre les deux, les émotions, quelles qu'elles soient, positives ou négatives, sont moins susceptibles d'interférer avec le processus de, on va dire, d'intégration, d'appropriation du feedback en vue de son utilisation plus par la suite. Et il y a également la temporalité qui est extrêmement importante. Et donc l'idée, c'est, dans la mesure du possible, si vous avez un doute, de fournir un feedback relativement rapidement avec, et là que c'est important, idéalement une occasion de l'utiliser. Sinon, le feedback à nouveau va être perçu comme relativement inutile et donc il va s'avérer inefficace dans la perspective de permettre aux étudiants de s'améliorer. J'aime bien aussi cette idée-là. Je ne vais pas vous faire le détail des recherches parce que le temps passe, mais si ça vous intéresse, bah, à nouveau dans le même rapport, c'est rappelé le fait que, eh bien, il y a des élèves qui ont des capacités de traitement ou des élèves ou des étudiants hein, qui ont des capacités de traitement de l'information qui vont être différentes, qui vont être aussi performants à différents niveaux dans leurs apprentissages. Et donc l'idée, c'est de ne pas surcharger le terme. Ça, c'est pas le rapport, c'est l'IA qui a proposé ce terme-là en bas. Vous avez la règle d'or, le feedback doit être suffisamment élaboré pour être informatif sans dépasser la bande passante cognitive de l'élève. Donc en gros, c'est ce que je disais, c'est qu'à un moment donné, je l'ai dit plus tôt, les étudiants peuvent se trouver noyés sous une quantité d'informations qui rend le message assez complexe à interpréter. Donc les étudiants peuvent se sentir perdus et donc ça peut entraîner quelque part un sentiment, bah, on va pas tout de suite parler de résignation apprise, hein, mais on peut effectivement comprendre qu'un étudiant qui se sent perdu ben, n'entreprenne pas spécialement de démarche pour s'améliorer et finalement se dise que c'est lui qui n'est pas capable de comprendre l'information correctement, alors que c'est juste que malgré une bonne intention, eh bien on a rendu finalement le feedback difficilement exploitable. Et donc on passe un petit peu à côté de la cible, quoi. Et donc pour ça, vous avez le paradoxe de la spécificité, qui est le fait que souvent on essaye d'avoir des feedbacks plus spécifiques, plus précis, mais aussi plus longs, plus complets quelque part. On adresse ce type de feedback aux élèves les plus faibles parce qu'on estime que c'est ceux qui ont les besoins les plus importants. Or, on risque effectivement de surcharger la bande passante des élèves à ce niveau-là et finalement bah, de ne pas leur rendre service. Donc c'est important, dans la mesure du possible, il y a toujours un principe de réalité qui va s'adapter, qui va s'appliquer, mais d'essayer de connaître, entre guillemets, les besoins des apprenants qu'on a. Ceci, je vous le passe parce que vraiment, je constate que le temps file. Et donc, on a des balises qu'on peut essayer de repositionner en dépassant finalement l'information à proprement parler. Et c'est là que je vais notamment arriver sur le terrain des émotions. Plus récemment dans la littérature, et ça c'est important, vous avez effectivement des conceptions qui reviennent. Je vous ai dit au début de mon intervention avec l'image du thermostat qui est fréquemment reprise par Dylan Williams, que peut-être que le feedback c'est plus que l'information que le thermostat affiche. Et peut-être que c'est la manière dont on va utiliser cette information-là. Et donc, depuis les années 2010, grosso modo, vous avez une série d'auteurs, essentiellement anglophones, qui reviennent avec cette conception initiale, hein, qui vient du monde de l'ingénierie, et qui insiste sur le fait que, eh bien, le feedback n'est pas spécialement une information. Alors, ça fait débat, hein, et si j'ai le temps après, je vous prépare de ma position personnelle, mais les définitions qui sont reprises dans ce que d'aucuns appellent le nouveau paradigme du feedback, c'est que le feedback est un processus. Tantôt, c'était une information, hein. Ici, le feedback est un processus au travers duquel les apprenants font sens des informations qu'ils reçoivent à partir de plusieurs sources et utilisent celles-ci pour améliorer leur travail et leur stratégie d'apprentissage. On est quand même sur une dynamique un peu différente.
D'ailleurs, on est sur une dynamique. L'information, c'était pas spécialement frappant. Ici, il y a l'idée effectivement que la focale se déplace de l'information et donc de l'enseignant qui l'a produit, qui doit produire une information de qualité, eh bien la focale se déplace sur l'étudiant qui lui est supposé faire quelque chose de cette information. Et donc une fois qu'on s'inscrit dans cette compréhension du feedback, on va se demander ce que fait l'étudiant, par quel filtre il interprète un feedback qui est susceptible de l'utiliser. Donc ça, c'est ce que les auteurs, et notamment David Kerles, en 2015, a appelé l'ancien et le nouveau paradigme et qui engage des designs pédagogiques différents pour s'assurer que ce processus est appliqué par les étudiants. Et donc, dans la foulée de ce nouveau paradigme et de cette nouvelle définition, David Kerles et David Baud ont proposé un modèle que j'ai questionné dans ma thèse et par rapport auquel je me positionne plutôt favorablement, qui est celui de la Student Feedback Literacy et qui en fait propose quelques aptitudes à développer pour rendre les étudiants davantage capables de traiter, parce on va parler de ça, hein, en fait, pour parler de feedback, l'important c'est l'information, mais encore plus c'est le traitement de cette information par les étudiants. Et donc, comment est-ce qu'on peut favoriser la capacité des étudiants à traiter des informations? C'est notamment en leur permettant de mieux comprendre ce qu'est un feedback, en leur permettant d'apprendre, de mieux, d'établir des jugements évaluatifs de plus en plus pertinents, et là, je vous renvoie à la question des feedbacks internes et de l'auto-évaluation telle qu'on l'a déjà légèrement envisagé. Et les auteurs y ajoutent, donc en 2018, la gestion des affects. Et avec cette notion des affects, en fait, ils sont pas très précis dans leur article original. C'est la question de la gestion des émotions, plus spécifiquement, qui s'applique, puisque dans les construits du domaine de l'affect, ce sont les émotions qui sont le construit le plus pertinent pour parler de cela. Et donc, la gestion des émotions, ou d'une autre manière, la régulation émotionnelle, est une des composantes de cette feedback literacy. Évidemment, les trois vont de pair, enfin les trois fonctionnent ensemble, puisque mieux comprendre ce que sont les feedbacks, comment ils se présentent, comment est-ce qu'on peut en obtenir, quelle est leur fonction, euh, quelle est leur utilité, etc. Être capable d'utiliser des critères de qualité ou de réussite pour forger des jugements évaluatifs fiables, pertinents, réalistes. Ces deux éléments-là, par exemple, vont permettre aux étudiants de forger des feedbacks internes qui vont leur permettre d'avoir une vision constructive, nuancée, de leur performance. Et en cela, maintenir une forme d'équilibre émotionnel qui va faire qu'en termes d'intensité, les chances d'être parasité, on va dire, par des émotions trop intenses au moment de la réception d'un feedback externe ou au moment où ils produisent un feedback interne, eh bien, ce risque-là diminue fortement et ils sont donc plus susceptibles d'engager des actions qui permettront de s'améliorer, donc des actions de régulation. Et donc, ces éléments-là, je vais aller assez vite là-dessus parce que je pense que j'ai fait des PowerPoints qui sont assez complet. Si vous voulez retrouver les références, les auteurs, je vous invite à vous y référer. Euh, et vous avez donc des éléments qui participent à l'amélioration de cette compréhension du feedback, hein. Les recommandations d'usage, c'est qu'ils doivent être perçus comme utiles par les étudiants. Donc montrer, expliciter l'utilité des feedbacks, pourquoi vous consacrez du temps à ça, qu'est-ce que ça permet de faire. Surtout si vous mettez en place des conditions dans lesquelles ils pourront être utilisés, c'est-à-dire de nouvelles évaluations où ils seront utiles. Les étudiants doivent savoir quoi faire des feedbacks qu'ils reçoivent. Il faut seulement les lire ou bien il faut essayer quelque chose sur cette base-là. Il faut s'investir de telle manière dans des activités ou non. Les feedbacks doivent être proposés sans score, je précise, à tout le moins quand on se situe dans une approche normative, bien entendu. C'est ça que les auteurs soulignent et les travaux de Raphaël Pascuni, évidemment, nuancent des affirmations telles que celle-là quand on dit que les feedbacks doivent être proposés sans score. Dans l'établissement de jugement, là, je vous renvoie à la question des feedbacks internes que les étudiants se forgent sur base d'une série de référents. Et là, vous avez comme modèle clé, je pense, celui de David Nicol, qui en 2020 a proposé ce modèle, où il reprend en réalité le modèle de Butler et Winnie, qui est central, hein. Vous avez les chemins du feedback interne avec un processus de comparaison. Et dans les comparateurs, vous avez notamment des choses qui relèvent de l'apprenant, ses croyances, ses connaissances, ses dispositions personnelles, mais aussi une série de référents ou de comparateurs qui sont présents dans son environnement au sens large, pas que la classe, pas que l'amphithéâtre, pas que le groupe classe. Et donc, on peut essayer soit de fournir des référents avec des exemples de production, de qualité, etc., ou on peut essayer de guider les étudiants vers des référents pertinents pour se forger des feedbacks internes fiables. L'idée, je le rappelle, c'est que les étudiants utilisent les feedbacks
pour s'améliorer, mais l'idée subséquente, c'est qu'il le fasse de plus en plus, d'une manière relativement autonome, ou de plus en plus autonome. Et donc, on peut même parler d'obsolescence programmée des feedbacks externes dans un cursus de formation, puisque l'idée, c'est que nos feedbacks externes diminuent progressivement pour laisser la place à des feedbacks internes plus fiables, d'accord, de plus en plus opérants, mobilisables, de façon à ce que les étudiants puissent de plus en plus s'autoréguler en réalité. Et ça correspond à une certaine lecture des feedbacks que Kerles et ses collègues appellent les feedbacks durables, avec des effets souhaités à long terme et qui engagent donc des architectures de nos dispositifs pédagogiques dans lesquels l'évaluation va être mobilisée à cette fin-là, avec un dispositif qui leur donne une place suffisante, ce qui est effectivement pas toujours le cas. Et s'intéresser enfin à la question des émotions. Alors je terminerai avec ces aspects-là. Euh, Je vais pas avoir la possibilité de vous expliquer ou de vous montrer tout ce que j'avais prévu de vous montrer par rapport aux émotions. Donc, je vais revenir sur des modèles que peut-être vous ne connaissez pas par rapport aux émotions en situation de feedback. Ici, très simple, Lipnevich et ses collègues qui modélisent en 2016 une séquence au cours de laquelle vous voyez que le feedback, dans un certain contexte, eh bien, se présente, un feedback externe est présenté aux étudiants avec une série de caractéristiques. Ces étudiants interprètent ces feedbacks avec leurs propres caractéristiques et vous avez ici des modérateurs comme l'habilité de l'étudiant dans la discipline concernée, les expériences de réussite ou d'échec antérieures, les dispositions à recevoir des feedbacks, c'est-à-dire l'intérêt qu'ils manifestent à l'égard des feedbacks et les attentes qu'ils en ont en termes de feedback interne. Cela produit des réponses de nature affective et de nature cognitive qui peuvent donner lieu à des actions, qui peuvent, sont susceptibles de des actions de régulation des émotions, gestion des émotions, ça c'est les stratégies de coping ici qui sont reprises, ou des actions d'amélioration, c'est ce qui est sous-entendu avec le terme révision. Et donc, on sait depuis un certain nombre d'années qu'effectivement, les feedbacks génèrent des émotions. On sait depuis très longtemps avec les études, notamment de Zeidner, qui portaient sur l'anxiété au test, à l'évaluation, que les émotions sont très présentes, mais on a eu une grande partie de cette littérature qui s'intéresse aux émotions négatives, et notamment à l'anxiété ou à la colère. Depuis les années 2000, et avec un bond depuis les années 2010, on s'intéresse aussi aux autres formes d'émotions dans l'apprentissage et en particulier dans les situations de feedback. Ici, c'est simplement une slide qui vous montrait des verbatims avec des réponses relativement pessimistes, peu réjouissantes, on va dire, d'étudiants qui reçoivent des feedbacks, avec des conséquences de désengagement qui s'illustrent là aussi. Une dernière chose que j'ai repris du rapport de Calonne et Lafontaine, c'est ceci. On s'y intéresse de plus en plus, comme je le disais, mais peut-être pas encore assez, puisque dans ce rapport, on a une figure qui reprend un petit peu à nouveau le système interne de l'apprenant, comme chez Butler et Winnie. Là, c'est adapté de Carver et Scheyer et puis de Nicolas McFarlane Dick. Mais vous voyez en gris, donc la partie inférieure, ce qui se passe en termes de processus interne à l'apprenant, et vous voyez que quand il reçoit un feedback, eh bien, il va l'interpréter avec ses connaissances. Disciplinaire, au niveau des stratégies qu'il connaît et au niveau des croyances motivationnelles. Et vous avez un processus de régulation interne que j'ai mis ici en évidence en jaune, où vous avez différents types de régulation interne, différentes dimensions, cognitives, motivationnelles ou comportementales, et pas émotionnelles. Or, ça fait pleinement partie du circuit. Et donc, c'est intéressant, en réalité, de s'intéresser à ces questions-là. Je vais pas vous passer la vidéo de David Sander, mais quand vous aurez le PowerPoint, vous retrouverez le lien sur YouTube et je vous invite à aller écouter. En 4 minutes et demie, il explique ce qu'est une émotion de façon générale, hein, pas en lien avec l'éducation, mais c'est assez éclairant sur le fait que c'est bien un processus qui lui aussi peut donc être régulé, tout comme un processus d'apprentissage. Une émotion, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un état ou des états relativement brefs provoqués par un stimulus ou une situation spécifique qui s'exprime tant au niveau physiologique que comportemental et subjectif. C'est pour ça que quand vous ressentez des émotions, qui plus est intenses, eh bien vous allez penser à certaines choses, vous allez avoir des envies en termes de comportement, vous en allez crier sur quelqu'un, enlacer quelqu'un, manifester votre joie, etc. Enfin bref, plein de réactions possibles. Et au niveau physiologique, vous allez peut-être vous sentir contracté, nerveux, vous allez peut-être vous mettre à transpirer, et contrairement à aujourd'hui, pas pour des questions de chaleur. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'en fait, il y a deux phases.
Ça, c'est l'approche multicomponentielle des émotions. Il y a deux grandes phases dans le processus émotionnel. C'est une phase de déclenchement et de réponse. Et les réponses physiologiques qu'on peut tous expérimenter, eh bien, c'est la réaction à une évaluation d'une situation à enjeu ou une situation qui devient une situation émotionnelle parce que comme je le disais, les enjeux sont perçus comme importants ou parce que, par exemple, nos valeurs sont touchées, des choses qui nous sont très importantes, sont remises en question, ou sont rencontrées ou au contraire ne sont pas rencontrées. Et donc, on peut avoir des réactions émotionnelles dans ces contextes-là. Ce que je veux dire par là, c'est que le déclenchement du processus émotionnel, c'est lié à l'évaluation qu'on fait d'un événement. Or, dans le contexte de l'enseignement, un feedback, c'est un événement important parce qu'il donne une information sur la façon dont on évolue dans un cursus qu'on a choisi dans l'enseignement supérieur, hein, qu'on a choisi et qui est censé nous préparer à l'accès à une profession, à une carrière, voilà, tout un parcours. Et donc, c'est assez raisonnable de se dire que, donc certains feedbacks plus que d'autres, hein, ont une portée telle qu'il est pratiquement certain que ça va générer une réponse émotionnelle. Je prends le cas des situations professionnalisantes, les stages, etc., où on se confronte à des tâches extrêmement authentiques, dans un milieu authentique, même si on a un statut spécifique de stagiaire. Eh bien, les feedbacks qu'on reçoit quand on est en stage et on a travaillé là-dessus avec des collègues, là, les épisodes émotionnels sont extrêmement fréquents, parce que tout pèse, entre guillemets, là-dedans. Tout a un poids, toutes les évaluations, tous les commentaires, même informels, peuvent avoir un poids. Et donc, je vous invite simplement ici à aborder avec moi peut-être un dernier modèle qui est celui quelque part de la gestion des émotions. Ce sur quoi je voulais insister, c'est que les émotions, les étudiants, finalement, dans mes travaux, ce que j'ai pu observer, c'est qu'ils les subissent beaucoup. Les émotions, donc, arrivent, les étudiants en sont conscients, mais ne cherchent pas spécialement à y réfléchir. Ça ne les amène pas systématiquement à comprendre d'où viennent ces émotions et donc à essayer peut-être de lire les situations autrement pour y trouver du positif ou pour y trouver quand même des pistes d'amélioration. Quand on reçoit un feedback négatif et qu'il y a des pistes d'amélioration, par exemple, il y a des étudiants qui s'arrêtent au fait que le feedback est négatif, que la personne qui l'a donné peut-être s'est montrée relativement pressée ou impatiente et que donc ça a pu être pris pour un manque de respect. Et donc, les étudiants peuvent dans un premier temps se fermer. Je dis dans un premier temps parce qu'idéalement, il faudrait qu'ils arrivent à lire la situation autrement et à quand même aller chercher ce qu'il y a de positif dans le feedback qu'on leur a donné ou ce qu'il y a d'utile. Mais il y en a qui ne le font pas parce qu'ils restent enfermés dans cette réaction émotionnelle première qui va être une réaction inadaptative dans le sens où ça va fermer la porte à des comportements qui pourraient leur permettre de progresser malgré tout. Et donc, pour dépasser, par exemple, dans ce cas-là, eh ben, cette émotion première ou ces émotions premières qui limitent la portée des réponses comportementales et cognitives des étudiants, eh bien, il est important de pouvoir réguler ces émotions. Et donc là, ça fait partie des compétences émotionnelles qui sont notamment listées ici à gauche par Moira Nicolas-Jacques et qui envisagent donc la régulation émotionnelle de ses propres émotions ou des émotions d'autrui. Même si les étudiants, moi, j'ai plus travaillé la question de la régulation de leurs propres émotions. Et ce que j'ai pu voir à travers cela, c'est que les émotions des étudiants, la régulation des émotions, malheureusement, c'est la compétence émotionnelle. Ça, c'est les résultats que moi j'ai pu produire, mais qui sont à interpréter avec prudence parce que j'avais un faible nombre d'étudiants dans mon échantillon à ce moment-là. Mais la régulation des émotions, c'est la compétence émotionnelle que les étudiants maîtrisent le moins bien en réalité. C'est pas surprenant en soi, puisque des études en psychologie des émotions ont déjà montré que c'est pas la compétence globalement la mieux maîtrisée dans la population adulte en tout cas. Et donc on retrouve ce même constat chez les étudiants. Et donc on peut raisonnablement supposer, et c'est pas sans lien avec les réponses, la difficulté à vivre des épisodes de feedback, des moments de feedback dans certains contextes, notamment des contextes à enjeu comme les stages, eh bien, c'est pas très surprenant alors en ayant cette donnée-là en tête de se dire qu'il y a des étudiants qui se sentent blessés durablement par des feedbacks ou la manière dont ils ont été proposés et ne les mobilisent et quelque part voilà, ne se servent pas de ces feedbacks parce qu'ils les ont rejetés ou ont mis une certaine distance par rapport à ces feedbacks-là en réalité. Et donc la régulation émotionnelle, c'est extrêmement important, c'est parce que c'est ce qui permet de s'adapter quelque part à certaines circonstances alors que notre première réaction aurait été finalement de se désinvestir ou de ne plus se confronter à ces situations-là. Alors,
Je vais pas m'attarder sur ce modèle-là, puisque là, je pense que j'ai vraiment plus le temps, mais c'est le modèle de Pécroun. Je vous invite si si la question des émotions en contexte d'apprentissage, il est incontournable. C'est peut-être le modèle le plus cité dans ces circonstances-là. Là aussi, il y a des modérateurs qui vont marquer l'interprétation par les étudiants des feedbacks qu'on leur donne, des modérateurs qui concernent l'émetteur lui-même, donc vous en tant qu'enseignant-formateur, le message lui-même bien entendu, mais aussi le récepteur, donc la façon dont on aborde soi-même en tant qu'étudiant des feedbacks et le contexte, notamment l'enjeu des situations dans lesquelles on le reçoit. Donc ça, c'est une série d'éléments qui sont qui sont intéressants à avoir en tête. Et là, vous avez aussi un modèle moins connu, vraiment moins connu, mais tout à fait pertinent de Thomas Goetz et ses collègues, qui ont, dans une vision plus systémique que les auteurs précédents, cherché à illustrer finalement à la fois le lien entre les émotions des étudiants et les feedbacks qui leur sont proposés, à travers notamment l'identification de différents modérateurs et médiateurs par lesquels ces feedbacks et ces émotions sont en interaction. Il faudrait Ouais, penser à conclure, s'il te plaît, pour tout pouvoir à laisser fait. du temps pour les échanges ensuite. Voilà, et je vais conclure avec ceci. Alors simplement, le modèle que moi auquel j'ai abouti dans le cadre de ma thèse, c'est celui-ci. C'est le fait que le feedback est en fait voilà, un processus complexe dans lequel les étudiants vont être amenés à traiter une information qui idéalement doit déjà être de qualité, donc avec une haute valeur informative slash feedback élaboré. Et donc, les éléments que j'ai voulu mettre en exergue ici sont le fait que ce processus d'analyse, il est influencé par le contexte et par les dispositions personnelles des étudiants. Alors, il y a des dispositions qui sont relativement stables, c'est-à-dire qu'elles sont relativement constantes, quelles que soient les différentes situations, et puis des choses qui sont beaucoup plus variables en fonction de la situation elle-même. Je pense par exemple à l'état physique hein, ou l'état voilà, physiologique du moment ou le sentiment de compétence ou d'efficacité personnelle dans une discipline en particulier, par exemple. Et ces dispositions vont entrer en dialogue avec l'environnement donc d'apprentissage dans lequel vous retrouvez les enseignants, les pairs, les contenus de cours, les modalités d'apprentissage, le curriculum dans lequel ça s'inscrit et donc les finalités qui sont visées, et la culture, notamment la culture d'évaluation de l'institution, du service, du département dans lequel on évolue. Et donc la façon dont ça se passe en référence aux travaux que j'ai menés, c'est que les tâches sont traitées en plusieurs temps et que chacun de ces temps va mobiliser une évaluation cognitive qui va déboucher sur une réponse émotionnelle qui peut susciter un processus de régulation émotionnelle. Et donc, ça commence par ce feedback interne, où l'étudiant va comparer sa performance à des référents que vous lui avez donnés ou qui lui sont propres, mais qui sont peut-être alors pas extrêmement fiables, et qui vont donc déterminer la qualité de ce feedback interne, ce qui va orienter des attentes de feedback externe. Et il va y avoir ensuite une comparaison entre le feedback interne et le feedback externe, qui va elle aussi donner lieu à une évaluation cognitive et potentiellement la réponse émotionnelle et sa possible régulation. Et les étudiants vont en fait faire une synthèse de ces feedbacks-là. Et il va rester une forme de feedback plus appropriée, qu'ils se sont réappropriés, qui est ce qu'on a appelé ici un feedback intégré. C'est celui qu'ils vont retenir et c'est celui par rapport auquel ils vont adopter une attitude que vous allez pouvoir percevoir en termes plutôt de rejet ou d'adhésion au feedback que vous avez donné, qui va se traduire idéalement par un comportement. Et ce comportement va plutôt viser le maintien des stratégies appliquées ou l'ajustement des stratégies appliquées aux exigences de la tâche telle qu'elle a été mesurée dans une performance. Donc voilà, j'irai pas plus loin, Juliette, par rapport à cela. Je vous invite à prendre peut-être connaissance du reste du PowerPoint. Alors il est plus très très long, mais là, le temps ne me permet vraiment plus d'aller au bout et de toute façon, je pourrais éventuellement aller plus loin à travers vos questions si vous en avez. Je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition pour la suite. Eh bien, merci beaucoup, Mathieu. Merci beaucoup pour ta présentation, que j'ai trouvée très riche, riche à la fois sur le plan scientifique et puis aussi en tant qu'enseignante, je trouve que c'est très utile pour mieux comprendre justement le processus, en tout cas d'appropriation que peuvent faire les étudiants des notes enfin du feedback qu'on peut leur donner. Donc, grand merci pour ta présentation. Avec Et plaisir. alors, moi, j'ai plusieurs questions à te poser, mais je vais laisser la parole aux participants qui sont là. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole ou à écrire aussi vos questions dans le chat. Mais
De toute façon, on est entre nous, donc vous pouvez aussi prendre la parole. Il n'y a aucun souci pour ça. Moi, j'ai une question technique peut-être. La première, c'est la... Bon, pour le coup, c'est pas la plus difficile à poser. Je vous parlais de peut-être prendre connaissance, voilà, si l'envie vous prend, de la suite de mon PowerPoint, mais ça implique, Juliette, que je te le communique. Comment est-ce que les participants peuvent avoir accès au support une fois que je te l'ai envoyé? Alors, on pourra tout simplement le déposer sur le site web de l'ADME, dans la section française, là où il y a l'information de ta conférence. Bah voilà, On va parfait. mettre l'accès au PowerPoint directement ici. Ah, super. Alors, Euh, oui. je n'arrive pas à trouver la main à lever, donc que je peux intervenir. Bien sûr, on vous écoute. Ok, pour commencer, je vous remercie pour cette riche présentation. En fait, beaucoup plus qu'une question, c'est un peu une réflexion à partir de... je me suis retrouvée beaucoup dans ce que vous êtes en train de dire, dans les menus détails des réactions des étudiants. Euh, j'ai aussi beaucoup apprécié, ou j'ai ce qui m'a interpellé surtout, c'est développer les capacités des étudiants à interpréter les feedbacks ou travailler sur une littératie de feedback, que ce soit en tant que formateur ou que ce soit pour les étudiants aussi, que les étudiants soient initiés à faire des feedbacks ou à interpréter des feedbacks. Mon intérêt vient de d'où et double parce que d'une part, je suis formateur d'étudiants en sciences infirmières et donc eux aussi donnent des feedbacks aux patients et surtout en éducation thérapeutique, etc. Et donc, ceci peut être très intéressant de travailler, bien, de lui consacrer du temps dans la formation des infirmières. Ceci m'a beaucoup interpellée. Maintenant, j'ai pas une remarque, aussi une réflexion au fil des temps. Maintenant, moi, je suis à la retraite. Mais au fil des temps, je remarque que la disposition des étudiants à accepter les feedbacks, même si ce ne sont pas des feedbacks qui s'adressent à leur personne, mais à une production, et même si on commence toujours par des choses qui sont positives, etc., mais leur capacité à accepter les feedbacks deviennent moins... ils sont moins capables d'accepter un feedback. Les attentes d'un feedback sont toujours des attentes uniquement positives. Et maintenant qu'ils utilisent l'intelligence artificielle dans leurs travaux, donc ils ont en tête que c'est quelque chose de très avancé, de très performant, ce qu'ils sont en train de faire. C'était simplement pour donner mes réflexions et je vous remercie à nouveau. Bah, merci beaucoup pour vos réflexions qui me parlent aussi, hein, tout à fait. C'est vrai que bah, les étudiants et peut-être même, je ne sais pas, je ne vais pas le lancer là-dedans. Je suis pas philosophe, je suis pas sociologue, donc je vais pas aller loin là-dedans. Mais je me demande dans quelle mesure on ne vit pas finalement dans un monde dans lequel on a du mal à supporter la critique tout court, quoi, indépendamment du monde de l'éducation d'une part. Donc ça, c'est une première chose. Mais c'est vrai que parce qu'on est quelque part dans un monde parfois tellement égocentré que bon, si les choses vont pas dans notre sens, on a parfois tendance à les rejeter d'un bloc, ce qui, à mon sens, justifie encore plus le développement des compétences émotionnelles et ça intègre d'ailleurs de plus en plus les programmes scolaires. Donc, et ça porte ses fruits à l'avenir. Mais bon, je vais pas faire de digression plus longue. Mais ce que ça m'évoque par contre, c'est vraiment le fait que, vous l'avez dit, ça demande du temps. Euh, mais comme, comme on peut le trouver dans des recommandations de la littérature, là je pense à Johnson et Panadero ici en 2018, mais le fait effectivement de montrer l'utilité des feedbacks, c'est-à-dire accompagner l'étudiant dans les réflexions qu'il va mener sur ce qu'il va pouvoir en faire, à quoi ça va pouvoir lui servir, utiliser quelle peut-être partie des feedbacks prioritairement, etc. Et le faire à partir de critères qui ont été objectivés et qui, encore mieux, peut-être ont été négociés avec les étudiants. Normalement, ce sont des conditions qui doivent faciliter après l'usage des feedbacks. Alors, vous avez raison, il y a une utilisation de plus en plus importante de l'IA, et c'est vrai qu'une IA, si vous lui donnez une grille de critères, elle va pouvoir les utiliser dans une certaine mesure pour vous donner un feedback. Maintenant,
quelque part, c'est un peu le défi que l'IA nous impose à tous, c'est quelle expertise on garde nous euh, par rapport finalement à cette intelligence artificielle d'une part, et qu'est-ce qu'on peut témoigner finalement justement comme soutien aux étudiants. Je parlais du fait justement de d'être disponible pour les étudiants quand on est en situation de leur donner des feedbacks, et je vous expliquais qu'il y a des étudiants qui interprètent parfois l'attitude qu'on peut avoir comme un manque de respect, ou bien le ton qu'on emploie à travers le vocabulaire, les mots qu'on choisit. Et donc là, on peut peut-être encore essayer de faire des efforts, on va dire, pour montrer en quoi les feedbacks qu'on donne bah, sont peut-être encore un peu plus ajustés quelque part à ces étudiants et à leurs besoins que ce que peut faire une IA, quoi. Voilà, c'est les réflexions que vos réflexions m'inspirent. Merci. Mais merci à vous. Alors, il y a une question dans le chat Oui, de Élise Bossé. oui, Euh, je la vois. En tant que conseillère pédagogique qui accompagne les enseignants et enseignants-chercheurs, voilà mes questions. Quelles attitudes ou compétences sont invitées à mobiliser les enseignants pour répondre Mhm. aux bonnes pratiques présentées? Et avez-vous des pistes issues de vos travaux ou d'autres en termes de design pédagogique pouvant être mis en place? Oui, ben, il y a il y a des commentaires ou des recommandations qui sont connues hein, globalement par rapport au fait d'optimiser. Là, on n'est pas que dans le feedback en fait. C'est parfois aussi un piège de se dire, tiens, je vais vraiment travailler la qualité de mes feedbacks et notamment la qualité des messages qu'on propose aux étudiants. Euh, En fait, il y a il y a beaucoup de chances que ce soit pas suffisant malgré tous les efforts qu'on peut faire à ce moment-là, si ces feedbacks ne s'intègrent pas, comme je le disais, dans une perspective plus large sur l'évaluation en soutien d'apprentissage, si ces feedbacks ne s'intègrent pas dans une scénarisation pédagogique dans laquelle on utilise l'évaluation pour réellement soutenir les apprenants. C'est-à-dire que on peut le voir de deux manières. Soit on prend toutes les évaluations, quelles qu'elles soient, et on fonctionne avec la visée selon laquelle l'évaluation est là pour soutenir les apprenants, et donc on prend des dispositions pour euh, euh, avoir une approche critériée ou autoréférencée de l'évaluation, en faisant par exemple aussi de l'évaluation continue, où on évalue donc régulièrement les progrès des élèves. Et donc à ce moment-là, on crée des occasions aussi de donner des feedbacks et donc de s'entraîner quelque part à, pour nous enseignants, l'explication de qu'est-ce qu'on donne comme feedback, comment est-ce qu'ils sont construits et à quoi ils servent. Et on peut aussi espérer que ça entraîne quelque part les élèves à intégrer les critères qu'on utilise et donc à se construire des feedbacks internes plus pertinents. Donc il y a la question de comment j'évalue avant de se poser la question de savoir qu'est-ce que je donne comme feedback. Les feedbacks, ils sont en réponse à une évaluation et c'est de là que ça part, hein. Si on prend même ce que j'ai évoqué comme étant la planification à rebours, il est aujourd'hui recommandé de s'intéresser d'abord à son évaluation ou à ses évaluations comme méthode d'enseignement-apprentissage, aux activités d'enseignement-apprentissage. Et donc, une fois qu'on est dans ce cadre-là, déjà, on a mieux préparé le terrain pour donner des bons feedbacks, quoi. En gros, hein. Et puis alors, au-delà au-delà de la scénarisation pédagogique, eh bien, dans le feedback à proprement parler, je dirais qu'il y a la question de ce sur quoi il porte. Ce sur quoi il porte, eh bien, ça peut être notamment, c'est recommandé, c'est sur des critères. Ces critères, on peut s'en servir pour engager les étudiants dans le processus évaluatif et plus particulièrement dans le processus de feedback. Je m'explique. C'est par exemple proposer aux étudiants de négocier les critères. Qu'est-ce qui est important dans ce travail? Qu'est-ce qu'il faut absolument faire apparaître? Sous quelle forme? En quelle quantité? Etc. Mais l'idée, c'est de rendre ça quelque part démocratique et de négocier ça avec les étudiants. Quand je dis négocier, c'est que vous avez vos attentes, vous avez des impératifs et des choses sur lesquelles vous pouvez transiger. Eh bien, l'idée, c'est de voir avec des étudiants ce qui leur paraît pertinent, utile aussi, et de trouver, entre guillemets, un terrain d'entente. Après, ça reste votre cours, c'est vous l'enseignant ou c'est vous l'enseignante ou la formatrice. Au final, c'est vous qui tranchez. Mais, quelque part, à ce moment-là, vous laissez une place aux étudiants en tant qu'acteurs de ce processus. Ensuite, vous pouvez demander aux étudiants d'utiliser ces critères dans une évaluation par les pairs. Donc, ils évaluent leurs pairs dans une activité à laquelle ils peuvent assister, si c'est une présentation, par exemple, ou une activité concrète, ou bien en analysant des productions. Et donc, évaluation par les pairs, feedback par les pairs, ou encore auto-évaluation, si vous le faites dans une perspective plus individuelle, quoi.
Auto-évaluation, donc ils vont appliquer les critères qu'ils ont eux-mêmes négociés. Donc a priori, ces critères font sens. Ils doivent cocher la case de la pertinence, celle de l'utilité, etc. Et donc là, on est quelque part dans une logique comment dire, où on rend les élèves vraiment acteurs de leur évaluation et des feedbacks aussi. Ensuite, quand il est question d'échanger sur les feedbacks, bah, je dirais que l'idée, c'est de privilégier une logique de dialogue alors à ce moment-là. Et c'est leur permettre de s'exprimer, donner leur point de vue, par exemple. Euh, on a parlé des stages et avec la réflexion précédente, notamment dans le contexte des soins infirmiers. Eh bien, dans les stages, mais pas que dans ce contexte-là, souvent, une bonne pratique, quand on est formateur ou superviseur et qu'on va sur le terrain, bah, on commence généralement par donner la parole au stagiaire pour voir d'abord ce que lui, elle, a pu vivre, de quelle manière, quel est son point de vue sur la situation. Et à partir de là, on commence à bah, nuancer peut-être les propos de l'étudiant et amener aussi notre propre point de vue. On peut aller aussi on peut lui demander, pour aller plus loin dans la vérification de la compréhension et de l'appropriation même dans une certaine mesure des feedbacks, on peut demander à cet étudiant, non pas qu'est-ce que tu as compris ou pas, hein, est-ce que tu as bien compris ce que je t'ai dit? Il va dire oui, et puis il n'en fera peut-être rien. On peut aller plus loin en demandant qu'est-ce que tu vas faire? Peut-être même en listant des priorités. Donc par rapport à tout ce qu'on a échangé, essaye un peu de cibler trois démarches, trois actions, trois pistes d'amélioration que tu vas essayer de mettre en œuvre dans les jours qui viennent, quoi, par exemple. Et donc là, on parle d'un plan d'action en réalité. Donc là, on contraint en fait un petit peu l'étudiant à établir un plan d'action, même à minima, de façon à ce qu'on puisse vérifier qu'il bénéficie de pistes d'amélioration réalistes dans le temps qui lui est imparti. Donc voilà, c'est ce genre de choses et en fait, ça porte un nom, hein. Il y a un concept qui est très proche de la Student Feedback Literacy dont j'ai parlé, qui est celui en fait de la Teacher Feedback Literacy. Alors c'est très anglophone, mais en gros, l'idée c'est que développer des compétences par rapport au traitement des feedbacks par les étudiants, euh, ça se construit. Et ça nécessite que les enseignants, pardon, eux-mêmes développent des compétences dans le fait de proposer des conditions dans lesquelles les étudiants pourront tirer profit des feedbacks, quoi. Et donc la Teacher Feedback Literacy, c'est ça. Alors ça n'a pas été autant diffusé, entre guillemets, que la Student Feedback Literacy, mais ça vaut peut-être la peine de se questionner. Et j'insiste sur un dernier truc, c'est que dans cette Teacher Feedback Literacy, il y a un principe d'applicabilité. C'est-à-dire qu'on est enseignant, on n'est pas magicien, et à un moment donné, on ne peut pas et faire à la place de l'étudiant, et non plus consacrer toute notre énergie à des dispositifs d'évaluation incroyables. Malheureusement, on doit aussi composer avec une certaine réalité et on peut souvent davantage faire ce qu'on peut que ce qu'on veut. Donc il faut aussi être conscient de ses limites ou des limites que nos contextes de fonctionnement nous imposent et ne pas non plus endosser l'entière responsabilité de l'efficacité des feedbacks parce que ça c'est aussi une des grandes conclusions des études actuelles, c'est que la responsabilité des feedbacks elle est en fait partagée évidemment entre les enseignants et les étudiants. Alors, il y a une question de Nastarian dans le chat. Si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas. Sachant que Mhm. les dispositions personnelles des étudiants jouent un rôle important dans la perception du feedback, dans quelle mesure la culture influe-t-elle sur ces dispositions? Est-ce qu'on parle de culture au sens la culture d'un pays par rapport à une autre, d'une population par rapport à une autre? J'imagine que c'est ça. Euh, Exact. voilà. Ben moi je pense oui. Ben, alors ça va conditionner forcément, je pense à ce moment-là essentiellement les attentes en termes pas tellement de fond. Je pense que sur le fond, les étudiants dans un contexte d'apprentissage, ils savent que en général un feedback ça va leur dire avec plus ou moins de détails, avec plus ou moins de pistes exploitables, etc. Le feedback, ça va leur dire comment ils s'en sortent et idéalement ce qu'ils pourraient faire pour s'améliorer. Donc ça, je pense que tout le monde est relativement d'accord. Je pense que la question de la culture, elle va beaucoup plus peser sur la forme, à savoir la façon dont un feedback va être reçu, vécu, par rapport au fait que, par exemple, il y a quelque chose de très froid, distant. Enfin, on peut, par exemple, un feedback dans lequel les enseignants vous voient les étudiants dans un commentaire. Eh bien, il y a des contextes, il y a des contextes dans lesquels, et ça, c'est même pas forcément d'un pays à l'autre, parfois c'est d'une institution à l'autre, il y a des contextes dans lesquels
Il est très facile de tutoyer les étudiants, voire parfois de se faire tutoyer par les étudiants. Et donc là, ça crée forcément une certaine proximité qui fait qu'on s'attend quelque part à une manifestation très évidente d'un soutien de la part de l'enseignant quand il est question d'évaluation et de feedback. Or, dans des contextes plus anonymes comme l'université, hein, avec des grands groupes, des amphithéâtres, etc., eh bien, parfois, quand il n'y a pas cette relation pédagogique qui peut se nouer entre l'enseignant et les étudiants, eh bien, on peut avoir des feedbacks qui s'expriment, par exemple, à travers le vouvoiement et chez certains étudiants. Et on a parfois des étudiants qui passent d'un contexte, par exemple, nous, dans nos hautes écoles et qui arrivent à l'université, où ils passent d'un contexte de groupe classe à un contexte d'amphithéâtre. Ben, parfois, ça peut être un peu désarçonnant d'avoir des enseignants qui s'adressent à vous avec le vouvoiement alors qu'on n'y a pas été habitué. Et ça peut être interprété comme une espèce de mise à distance. Et donc, ça peut aussi donner l'impression, par extension, que euh, l'enseignant va pas forcément chercher à mieux connaître les étudiants et donc, par conséquent, va peut-être moins s'intéresser à leur soutien. Ce qui n'est qu'une interprétation et qui est largement démenti dans pas mal de cas, hein, évidemment. Mais voilà, je pense que effectivement, la culture, ça va être une question de lecture de l'attitude, des mots de l'enseignant et du fait qu'on puisse percevoir cela comme quelque chose de respectueux, de soucieux de notre situation en tant qu'étudiant ou non, ou pas du tout. Donc je dirais que ça joue plutôt sur le fond que sur la fond, sur la forme que sur le fond, pardon. Ouais, David. Je voulais juste intervenir sur le fait que donc moi j'anime beaucoup d'ateliers en assez petits groupes à HEC donc dans ma fac Mhm. et j'ai notamment un atelier de co-développement professionnel donc d'après le système de Payette et Champagne les Canadiens qui ont développé donc un système de coaching par les pairs et dans D'accord. ce cadre-là je travaille avec des groupes de 8 10 étudiants. L'idée, c'est qu'il y en a un qui expose une situation qui lui a posé problème dans son stage, une situation relationnelle, et puis les autres servent de conseillers, de consultants sur son problème. Et il y a des phases de parole extrêmement définies. Donc, à un moment, on expose le problème et on laisse aller l'exposant jusqu'au bout du problème qu'il a envie d'exposer. Puis une phase de conseil dans laquelle celui qui reçoit les conseils n'intervient pas du tout, mais prend des notes. Et puis une phase dans laquelle l'exposant, enfin celui qui a amené le problème au départ, fait un retour vers les autres en disant voilà ce que j'ai entendu, voilà ce qui me parle, voilà ce que j'ai l'intention de faire, et il finit avec un plan d'action. Mhm. Et le feedback est fait essentiellement par les étudiants à d'autres étudiants dans ce contexte-là, et c'est extrêmement instructif et pour les étudiants et pour moi en tant qu'animateur du groupe de voir quels sont les feedbacks qui sont effectivement reçus par les étudiants, entendus par les étudiants, lesquels ils laissent tomber. Et alors, les étudiants eux-mêmes sont amenés à échanger là-dessus, sur la manière dont ils travaillent. Il y a vraiment un préalable, et ça vaut pour pas mal d'ateliers, de dire aux gens, voilà, pour que ça se passe bien, comme on va se critiquer les uns les autres ici, je vous demande d'être honnête, ne pas garder des choses pour vous si vous avez des choses à dire, sinon ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais aussi d'être bienveillant, et ça va de pair avec la première caractéristique. Donc, on n'est pas là pour se dégommer mutuellement, et voilà. Et alors, de manifester comment vous prenez les feedbacks et comment vraiment créer l'échange. Et en fait, c'est extrêmement instructif. Ça revient souvent dans les premiers apprentissages des étudiants à travers cet atelier. C'est dire ce que j'ai appris. Oui, il y a tout mon stage, le problème du stage que j'ai amené, etc. Mais l'échange entre les étudiants et la manière de donner et de recevoir du feedback est vraiment un des éléments centraux dans ce genre de dispositif. Donc, en fait, en les entraînant à ça, on leur permet aussi de devenir plus réceptifs à des feedbacks des enseignants. Et puis être assis à côté en tant qu'enseignant, on en apprend pas mal sur la manière dont on a intérêt soi-même à formuler des feedbacks, parce que les étudiants sont pas toujours justes, mais ils sont très francs dans leur manière d'échanger après aussi sur ce qui les a vexés, ce qui les a, et peut-être plus par rapport à un père que par rapport à un prof qui viendrait leur imposer, enfin avec le rapport hiérarchique, on a rarement un feedback honnête de la part de l'étudiant sur comment notre feedback a été perçu. Donc, ça peut sans doute prendre d'autres formes que du co-développement professionnel, mais le travailler sur le feedback en lui-même avec des étudiants, notamment à travers de l'évaluation par les pairs, c'est vraiment précieux comme outil. Ouais, ouais, vraiment, merci pour le partage d'expérience, David, parce que voilà, je crois qu'on on retrouve dans cet exemple
une série de recommandations qu'on va retrouver aussi dans la littérature et que tu as pu opérationnaliser visiblement avec des résultats très probants. Donc c'est très chouette. Et probablement que ce qui peut être très intéressant sur le plan émotionnel aussi, c'est que j'en ai pas parlé, mais enfin, j'ai tellement parlé sur le reste que j'ai finalement dit peu de choses là-dessus. Euh, Ça génère aussi le fait de se donner du feedback comme ça entre pairs avec une forme de bienveillance et aussi d'honnêteté, comme tu l'as expliqué. En fait, souvent, je sais pas si toi tu le ressens dans ton dispositif, mais entre les étudiants et peut-être vis-à-vis du prof qui a créé le dispositif, ça crée en fait un sentiment de gratitude aussi parfois. Et, Oui, euh, et la gratitude, en fait, on sait que c'est une émotion positive, activante et qui est fortement susceptible d'engendrer des actions constructives, régulatrices par après. Donc en fait, voilà, t'as tout gagné en fait avec un dispositif comme ça parce que effectivement, ils apprennent à donner des feedbacks, ce qui est un excellent moyen d'apprendre à les recevoir aussi, comme tu l'as dit. oui. Et en plus, ça s'accompagne de manifestations affectives porteuses pour la suite, quoi. Et en plus, ils ont effectivement concrètement ce plan d'action qu'on a évoqué aussi entre les mains, Mais donc c'est très chouette. c'est assez intuitif. Hein. J'ai besoin finalement de recadrer assez peu les échanges. Enfin, on les commente, mais il y a rarement des vrais dérapages. Mhm. Je me souviens d'un ou deux moments où un étudiant a fait, notamment un qui, je dis, mais qu'est-ce que tu essayes avec cette question? Un étudiant qui me dit, mais j'essaye de l'intimider. Je dis, mais c'est pas Ouais. du tout, c'est pas du tout adéquat là maintenant. Et le fait de le verbaliser, ça crée aussi ce sentiment de sécurité, Oui. voilà, de créer une safe zone dans laquelle on accompagne aussi ça généralement de confidentialité des échanges. Ce qui se passe dans l'atelier doit rester Ouais. confidentiel ou à tout le moins anonyme. Mhm. Euh, et ça, c'est vraiment précieux quoi, à ce niveau-là. Mais c'est plus facile à faire avec 12 étudiants qu'avec 300. Ouais, bah, moi, c'est, voilà, principe de réalité. À un moment donné, et c'est chronophage quand même, même avec Oui, 12 étudiants. Bah oui, oui, donc bien sûr. voilà. Mais Voilà. c'est durable. Un étudiant qui a traversé ce genre de dispositif, Oui. après, est plus réceptif à des feedbacks qu'il aurait en amphi de 300 Ouais. aussi. Enfin, il y a un... Non, c'est ça, moi, je vois bien. Moi, je ne suis pas à convaincre, hein, Non, honnêtement, non, par non, mais rapport à ça. voilà, en fait, j'y réfléchis moi-même. Enfin, je n'ai jamais travaillé sur le feedback comme objet, mais en fait, le dispositif s'y prête très bien. Ouais, ouais, certainement. Ouais. Merci beaucoup, en tout cas. Je vais devoir repartir. Merci pour l'intervention, en tout cas. Bah, avec Et plaisir. puis, à la prochaine. Merci beaucoup. À bientôt. Alors, on peut prendre encore une ou deux questions avant de clore ce webinaire. On a dépassé de quelques minutes, étant donné qu'on avait commencé aussi un petit peu après. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, prendre la parole ou le mettre sur le chat si, en cas de souci technique. Et puis, sinon, moi, dans ce cas, je poserai ma question. Mhm. Qui est donc par rapport à la modalité de feedback, disons, est-ce qu'il pourrait y avoir une modalité de feedback est-ce qu'on peut dire qu'il y aurait une modalité de feedback à privilégier, étant donné l'ensemble des dispositions personnelles que tu as intégrées dans ton modèle? Et puis aussi, par exemple, si il peut y avoir éventuellement une différence si le feedback est plutôt positif ou négatif, ou même si l'étudiant a lui-même une disposition académique, s'il est bon étudiant ou mauvais, enfin, où son niveau académique est mauvais. Et dans ce cas, Mhm. aussi, tu as parlé des notes. Figari, je me souviens, disait que, parce qu'on peut être tenté, en fait, de remplacer la note par une forme de symbole, par exemple, sous forme de lettres, par exemple, avec des A, A+, B, etc. Mais au final, il disait que ce qui est important, c'est le symbole, et c'est ça qui permet de classer les étudiants, que ce soit donc sous forme de chiffres ou sous forme de lettres. Mais en termes d'appropriation du feedback, qu'est-ce qui est, est-ce qu'on peut dire qu'il y aurait une modalité de feedback à privilégier si moi, par exemple, l'année prochaine, en tant qu'enseignante auprès de mes étudiants, est-ce que je peux
standardiser en fait une modalité, même si elle est élaborée dans le sens où tu as décrit tout à l'heure, est-ce qu'elle peut être standardisée et efficace en termes d'appropriation du feedback? Voilà, est-ce qu'il peut y avoir est-ce qu'en tant qu'enseignant, on peut avoir cette démarche enfin, standardisation, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas avoir une façon de procéder auprès des étudiants qui est la même pour l'ensemble des étudiants, qu'ils soient bons ou mauvais, que le feedback soit positif ou négatif. Euh, voilà. Ça, c'est une grosse question, hein. Mais Désolée, en plus, c'est la question finale. non, non, non. En fait, il y a des réponses de Normand hein, qu'on peut faire, ça tombe bien, on est dans la section française. Mais l'idée, c'est de se dire que le feedback qui va fonctionner, c'est celui qui répond aux besoins des étudiants. C'est bien ça. C'est pas mal. Mais non, globalement parlant, ça va dépendre aussi beaucoup de ce que tu vises comme objectif dans un cours ou dans une formation. Quelle est la nature des acquis d'apprentissage? Est-ce que c'est purement de l'acquisition de connaissances? Est-ce qu'on est sur des compétences, des performances complexes, ce genre de choses? En fait, en fonction des objectifs que tu vises, bah, ça n'appelle pas le même type de feedback forcément. Je veux dire, si tu es juste, par exemple, à travers une évaluation qui vise à vérifier la maîtrise ou la rétention d'une série de connaissances, t'as pas besoin d'un feedback très élaboré a priori, hein. Un feedback de vérification va faire le job. Donc, en gros, il faut qu'il y ait déjà une cohérence entre ce que tu évalues et la façon dont tu vas informer les étudiants sur leur performance derrière. Donc c'est en cela que la modalité, elle doit s'ajuster à tes objectifs et au contexte dans lequel tu évolues. Est-ce que tu as, comme David le disait, 12 étudiants? Est-ce que tu en as 600? Forcément, ça va pas être la même chose, quoi. Donc là, il y a ce principe de réalité qui va te rattraper. Mais globalement, dans le meilleur des cas, dans l'idéal, le meilleur des mondes, avec plein d'assistants, etc., euh, le dialogue. Le dialogue, c'est la meilleure, c'est l'option la plus probante. Donc, c'est déjà de ne pas envoyer un feedback en laissant l'étudiant se débrouiller avec. Tu vois. Donc là, c'est en termes de modalité, c'est ouvrir la porte, un dialogue. Alors, il y a des contextes dans lesquels on le fait évidemment plus, qui sont justement ces situations professionnalisantes. Par exemple, quand on va sur le terrain, qu'on va observer un stagiaire ou une stagiaire, eh bien, ces moments de dialogue sont extrêmement importants. Et dans ces moments de dialogue, c'est ça que je disais précédemment, c'est que il faut que l'étudiant puisse verbaliser et donc conscientiser son feedback interne, ce que lui a vécu, ce qu'il imagine comme niveau de performance, à quoi ça tient, etc. Et l'idée, c'est de venir, dans une certaine mesure, valider ou invalider ou nuancer cette interprétation avec ton jugement professionnel à toi. Et s'accorder, en fait, négocier ce qu'on retient de cette situation avec un plan d'action sur les éléments prioritaires. Ça, c'est la modalité qui est top, c'est-à-dire que tu as impliqué l'étudiant dans une réflexion sur sa performance et vous avez ensemble identifié et priorisé des pistes d'action, quoi. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le truc qui est super, mais évidemment, c'est pas réaliste dans tous les contextes. Et donc, à partir du moment où tu ne peux pas rentrer dans une logique de dialogue, ben j'encouragerais moi les enseignants dans cette situation-là à rentrer dans une démarche un petit peu à contresens, quoi, un petit peu comme un rétro-planning. Sauf que là, on parle pas de planning, mais l'idée c'est qu'est-ce que je peux faire de mieux dans les conditions qui sont les miennes. Et à ce moment-là, si on ne peut pas tellement jouer sur les modalités de communication, alors on peut aussi, on peut jouer sur des feedbacks écrits, des feedbacks auditifs ou audiovisuels, dans lequel par exemple on s'adresserait à un groupe ou un sous-groupe d'étudiants en enregistrant un message ou peut-être même une vidéo, une petite capsule qu'on met sur un espace de cours, etc., que les étudiants peuvent consulter comme ça. Ce qui est intéressant là-dedans et dans le feedback écrit, c'est qu'ils gardent une trace. Ce qu'on peut leur demander, là aussi le nombre le permet, c'est de répondre à un feedback qu'on leur adresse pour savoir si ça a été utile, comment ils s'en sont servis, ce genre de questions, quoi. Donc là, on appelle une réaction, tu suscites une réaction sur base d'un feedback que tu as envoyé. Donc ça, c'est une modalité qui est possible aussi, mais il faut l'assumer. C'est-à-dire que si tu demandes aux étudiants de te rendre un avis sur le feedback, bah, et il faut que toi, tu tiennes compte de cet avis-là et qu'ils le voient. Tu vois, s'ils manifestent le fait que c'est difficile, bah, il faut que tu augmentes les chances qu'ils utilisent ton feedback derrière. Donc, et si c'est pas possible de jouer sur ce type de modalité, bah, alors il faut effectivement s'en tenir à ce qui constitue la plupart des situations, je pense, c'est la qualité du message. Et dans la qualité du message, tu es sur les dimensions qu'on a pu évoquer, qui sont notamment les paramètres de Suzanne Brookhart, qui sont mobilisés dans les recommandations de la littérature, etc.
Mais donc globalement, il faut, si tu vises des pratiques qui sont vraiment au top, on va dire, bah, c'est tout ce qui relève du dialogue entre les enseignants et les étudiants. Si c'est pas ça, c'est on va dire une amorce de dialogue ou un substrat non pas un substrat, on va dire une forme même réduite de dialogue à travers certaines modalités bah, distancielles, où il y a des échanges asynchrones, on va dire, hein, sur une évaluation, à partir d'une évaluation et des commentaires que tu peux faire dessus. Et puis sinon, ben voilà, c'est se rabattre sur le paramétrage du message en essayant à minima d'avoir un feedback qui va être porteur de ce qu'on a appelé une haute valeur informative. Donc je dirais que c'est un peu décroissant dans les ambitions, mais il faut en tous les cas que ce soit euh, cohérent par rapport aux possibilités de l'enseignant et avec ses propres ambitions et avec les besoins des étudiants. Donc il y a un équilibre à trouver là-dedans, quoi. Mais la réponse est clairement pas simple du tout. Bien, merci beaucoup pour ta réponse et puis merci encore pour ta présentation, pour les échanges aussi. Merci aux participants d'avoir posé vos questions. Merci, merci beaucoup. S'il y a des questions, peut-être ils peuvent aussi éventuellement te contacter si Oui, besoin. bien sûr. Et puis, on mettra à disposition le PowerPoint donc sur le site internet. Donc, en tout cas, plusieurs points que ta présentation nous permet de soulever, en tout cas sur l'adéquation, l'importance de l'adéquation entre le feedback interne, lui-même constitué par par beaucoup de facteurs, et puis le feedback externe, d'où naît en fait l'affect dans l'évaluation, les feedbacks élaborés et l'importance de l'évaluation à rebours, notamment dont tu as parlé, et puis les feedbacks avec les étudiants plutôt que, en tout cas plus que le feedback donné aux étudiants. Voilà, en tout cas l'importance de les inclure parmi d'autres points qu'on aurait pu rappeler dans cette synthèse. Donc voilà, encore un grand merci. Avec Encore un plaisir. grand merci à tout le monde. Et puis peut-être pour terminer, donc l'ADME fait plusieurs webinaires et donc le prochain webinaire sera à la rentrée au mois de septembre. Donc je crois que c'est le 9 septembre, mais vous serez au courant avec les différents mails dans les listes de diffusion. Et puis toujours sur le site internet de l'ADME. Encore un grand merci à tout le monde. Merci Mathieu, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Bel été. Merci à toi aussi, bel été.